Donc, bonjour Camille, merci d'être avec nous. Salut, ça fait plaisir. Je suis contente de vous On, retrouver. on était supposés se rencontrer en personne avant les mesures de confinement social. On s'était discuté, tu avais reçu des questions et là, finalement, on est Ouais, chacune dans la maison. version COVID-19, c'est parfait. Exactement. Donc, tu es la fondatrice de Ballet Up, puis j'aime aussi ta description sur ton site web. Tu te décris comme la boss des bécosses. Je pense Tout que à fait. ça décrit bien le style puis l'énergie de ta compagnie. Mais justement, avant qu'on plonge dans ton expérience et dans tes projets, est-ce que tu peux nous décrire tout simplement Ballet Up un peu, là, ton studio est fermé, mais une visite un peu de l'espace et de ce que vous offrez? Oui, absolument. Alors, Ballet Up, ça se traduit en deux espaces. Dans le moment, on a un studio au Myland, sur le plateau de Mont-Royal, et un autre à Verdun. Donc, les deux sont sur l'île de Montréal dans le moment. Fait qu'au niveau de l'espace, ben, c'est des espaces hybrides dans les deux cas. Donc, il y a une partie boutique, accueil. Donc là, il y en a comme c'est ça, des petits objets liés au ballet, puis des objets aussi qu'on aime, là, d'artisans locaux québécois pour la plupart. Et donc, c'est ça, petite zone d'accueil, petite zone boutique. Au Myland, on a aussi un café sur place qui est en fait l'entreprise de ma sœur, qui s'appelle le Café Les Impertinentes et qui est un café à saveur féministe. Donc, ça fait partie de l'espace aussi. C'est comme, ça rend ça très convivial et tout. Et par la suite, ben là, c'est ça, tu as les vestiaires, les studios, tout l'espace, école de danse. Donc, c'est quand même des grands locaux, je dirais, dans les deux cas. Là, ça nous donne bien de l'espace pour recevoir bien du monde, pour danser pas mal. Voilà. Mm-hmm. Puis, je pense que ce qui est... On le voit, en fait, je pense souvent à des marches dans le quartier. Puis, comment dire, l'esprit puis vos valeurs transparaissent à travers Ah ben, mon Dieu, juste tant mieux. votre vitrine. Et je me Yes. rappelle, oui, fait que, tu sais, je me rappelle, moi, c'est ce que vous aviez écrit dans votre vitre, là. Je pense que c'était ou je sais pas si c'était votre slogan sur Internet, là, c'est comme une ligue de garage, mais de ballet. Euh, Ouais, exactement. On veut que ce soit, en fait, on essaie d'avoir une approche, tu sais, ligue de garage, ça veut pas dire que c'est sans aucune structure, là, quand même, mais c'est plus dans la philosophie d'accueil, dans le fait qu'on se met toutes un peu sur le même pied d'égalité, donc il n'y a pas cette relation professeur-élève, quoi que ce soit. C'est plus une gang de filles et de gars, mais moins de gars quand même, qui essaient tu sais, de bouger ensemble, dans le fond, de faire du ballet pour le sport, pour le bien-être, un peu moins pour l'esthétisme de la chose, peut-être. Euh, mais qui veulent, c'est ça, bouger, puis qui trippent sur le ballet ensemble, qui s'accordent le droit d'être poches ensemble aussi, mais qui s'améliorent, puis qui surtout travaillent sur leur estime de soi en même temps, qui vont aussi se développer des amitiés. Donc vraiment, l'esprit de la ligue de garage, c'est ce qu'on essaie de mettre le plus possible de l'avant. mhm, le ballet décomplexé comme. Voilà. Puis je pense que ça met le doigt sur quelque chose de tellement puissant parce que c'est vrai que moi, de manière générale, tu sais, je suis un peu intimidée par la danse, l'expression corporelle. Je suis plus une fille de sport. Fait que c'est comme la technique. Puis le ballet m'aurait jamais paru accessible parce que, comme tu dis, il y a une espèce de... Il y a une esthétique puis il y a des exigences, on pense corporelles pour pouvoir être admis dans cet univers-là. Mhm. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu avais vécu toi-même? Tu as fait du ballet dans le fond quand tu étais jeune. Comment tu le vivais à ce moment-là? Ben moi, en fait, j'ai fait du ballet de façon récréative là, toute ma vie. J'ai pas, tu sais, au moment de devoir embarquer dans ce qui serait le programme danse-études, puis après ça, tu sais, vraiment la carrière, je pense pas que j'étais prête à ça. Là. J'avais 10 ans, j'étais pas... moi, j'étais bien dans le cours d'école avec mes amis, ça me tentait pas nécessairement de tout changer mon mode de vie. Fait que j'ai pas vraiment suivi le parcours type, on va dire, là, pour se diriger vers un côté plus professionnel. Fait que j'ai peut-être été un peu épargnée dans ce sens-là au niveau des standards, des stéréotypes aussi qu'on entend beaucoup, euh, puis du modèle de corps que ça prend pour être une ballerine. Ceci dit, j'ai mon lot de petites expériences aussi. Là. Ça m'est arrivé de pas me faire choisir finalement dans une compagnie très réputée là, pour un spectacle de ballet pour des motifs comme par exemple que j'étais trop brune, ça prenait une blonde, puis j'étais pas blonde. D'autres ont eu, c'est ça, il y a vraiment quand même un certain stéréotype de corps qui malheureusement perdure encore aujourd'hui, puis quand tu ne fites pas dans le modèle, ben c'est pas mal plus difficile pour toi de faire carrière peut-être ou d'aller plus loin, du moins en ballet classique. Je sais qu'il y a énormément d'autres disciplines, comme par exemple la danse contemporaine, qui sont un petit peu plus ouverts. Il y a un certain pardon là, si t'es pas 100% le modèle typique de ballerine blonde, mince, blanche. Là.
Alors, c'est un peu déplorable qu'il y ait ces standards-là dans l'industrie. Je pense que c'est appelé à changer puis que c'est en train d'évoluer aussi. On remarque plus de diversité dans les grandes compagnies en ce moment, mais il y a encore un méchant bout à faire, puis c'est ça, on est un petit peu en retard peut-être, là. Ben ouais, chaque domaine va évoluer comme à son rythme, mais c'est vrai, j'ai l'impression qu'il y a une vague qui arrive là, par rapport à l'inclusion puis à la valorisation comme tu disais, de différents types de corps. Puis j'ai l'impression que quelqu'un qui va aller chez Balea puis vivre cette expérience-là va aussi peut-être plus rechercher ça ailleurs parce que ça lui montre que c'est possible, tu sais, Absolument. que c'est beau, que l'important, c'est le mouvement, c'est de bouger, c'est pas juste l'apparence. Je pense que c'est quelque chose que même avec Renard, on essaie d'amener, c'est de dire oui, bouger, s'entraîner, ça peut être le fun. Puis si ton but, c'est d'être fit, c'est correct aussi, puis d'avoir un six-pack. Mais essaie de te focusser sur comment tu te sens autant que, tu sais, de quoi tu peux avoir l'air. Puis... C'est ça. Nous, chez nous, on tente de vraiment positionner le corps comme un outil, comme un véhicule, finalement. On essaie d'amener les femmes qui s'entraînent avec nous. Ben, je dis les femmes beaucoup, là, il y a des hommes, là, mais c'est juste qu'ils sont peut-être 2% de notre clientèle. Fait qu'on a tendance à dire que le féminin regroupe les deux. Alors, euh, c'est ça, les femmes qui s'entraînent chez nous, on essaie non pas de changer leur perception de leur corps parce que c'est pas vraiment notre rôle. Les gens ont le droit d'avoir leur propre perception, bien sûr. Puis on se prétend pas, on n'est pas des gourous Mais par contre, on essaie de leur montrer une autre facette de leur corps où là, le corps est vraiment utile, puis il est plus dans l'accomplissement de tâches. Tu sais, fait que dans le fond, quand tu regardes ta cuisse dans le miroir, puis tu la trouves donc grosse ou molle ou je ne sais quoi, ben, c'est sûr que oui, quand tu t'attardes à l'aspect physique, c'est peut-être ça que tu vas retirer, mais si tu arrêtes de penser à l'apparence de la cuisse en question, puis tu fais juste te dire, hey, cette cuisse-là, elle me supporte pendant que je fais une pirouette, ou elle me permet, tu sais, elle est tellement musclée que j'arrive à sauter plus haut qu'avant, ou quoi que ce soit. Donc, on veut vraiment mettre l'accent davantage sur le côté utilitaire du corps, puis toutes les merveilleuses choses qu'il nous permet d'accomplir. Et on a trouvé dans les 4 dernières années que ça changeait vraiment le regard général, global des gens sur leur apparence. Donc, le fait aussi d'être confronté à ta propre image dans le miroir pendant, je sais pas, 2, 4, 6 heures par semaine, ben, au début, ça peut être très justement confrontant là, pour plusieurs personnes. Mais au fur et à mesure qu'on commence à scruter non pas la cuisse ou le bras ou le corps, ben, on commence plutôt à scruter le mouvement, puis est-ce que je suis bien positionnée, puis est-ce que ma tête est placée dans le bon sens. Bon, une fois qu'on commence à se désintéresser du look du corps, mais plus à la forme du mouvement, il y a comme un petit changement qui s'opère chez beaucoup de gens, puis on commence à avoir... Donc, c'est un peu notre moyen pour améliorer en général l'estime personnelle ou l'image positive du corps que les femmes ont chez nous. Humblement, là, mais c'est notre petite contribution. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais anticipé en démarrant le studio ou toi, ton but en l'ouvrant, c'était juste de déjà commencer à offrir tes Non, cours? pas du tout. On a ouvert pour cette raison-là. En fait, moi, l'idée est partie du fait que moi, j'en prenais des cours d'adultes de ballet. Puis quand j'en parlais autour de moi, là, je me faisais vraiment tout le temps dire comment, mon Dieu, t'es dans ma game. Moi, jamais j'irais faire ça, du ballet, voyons donc, à mon âge. Tu sais. Mm-hmm. J'étais là, à ton âge, comme, qu'est-ce qu'il y a ton âge? Tu sais. Puis, ah non, mais je serais bien trop poche, là. Ou, ben voyons, tu m'as-tu vu? Je suis bien trop grosse. Là. Je pourrais jamais, je mettrais près des petits collants devant le miroir, certain. Tu sais. Fait que, je trouvais ça terrible d'entendre tous ces commentaires-là. Puis je trouvais qu'il y avait sûrement... En fait, je trouvais que le ballet manquait le bateau. Puis rejoignait pas cette clientèle-là de femmes qui sont juste des femmes normales, ordinaires, qui n'ont pas nécessairement envie de faire carrière non plus, là, Mm-hmm. mais qui profiteraient de faire du ballet comme sport pour le plaisir, entre amis, en gang. Donc, je me disais, j'avais pas la prétention d'entrer en compétition avec les plus grands ballets là, ou les écoles réputées, mais je voulais offrir un genre de safe space, si on peut utiliser Mm-hmm. ce terme-là. Un espace où est-ce qu'on pourrait juste pratiquer pour le fun, puis miser plus sur le côté sportif, technique du ballet que sur son côté artistique et plus dans l'émotion. Compétitif. Ouais, aussi, ouais. Ben, en fait, l'art et l'esthétisme du ballet font en sorte que oui, il y a certaines exigences corporelles ou techniques. Donc, si ta jambe, elle lève pas, ben malheureusement, tu sais, ça fait pas. Puis c'est correct comme ça, je pense, pour ce qui est du ballet comme art, comme représentation. Il y a une clientèle pour ça. Il y a des gens qui performent dans cette sphère-là. Puis il y a des gens qui apprécient le voir aussi. C'est parfait. Mm-hmm. J'ai juste le sentiment qu'on joue dans une autre ligue. De notre côté, on est plus en mode sport que art. Donc, tant mieux si c'est beau, puis tant mieux si on a du fun à le faire, puis que c'est dansé, puis que c'est très Mm-hmm. émotif. Mais ouais, nous, on est plus là pour bouger puis permettre l'accès à tout le monde, finalement. Ouais, c'est drôle, c'est ça les valeurs de Renard, de dire
il y a une certaine gamme de produits, services puis d'instructions en ligne qui sont pour l'aspect compétition puis la maîtrise et l'excellence, comment un athlète peut se développer. Que moi, j'ai réalisé ça quand j'ai commencé à coacher à la balle molle. Fait que j'ai joué pour l'équipe du Québec de balle molle, puis plus tard, j'ai comme recommencé dans une ligue super chaleureuse à Montréal, puis j'ai enseigné à des jeunes filles, puis j'arrivais pas à trouver des vidéos d'introduction à des adultes. C'était souvent... Puis j'avais démarré aussi une ligue pour enseigner principalement à des filles à Jeanne-Mance. Puis c'était souvent des vidéos, que ce soit d'élite, là, tu sais, de genre la meilleure receveuse de l'équipe américaine qui te montre comment faire un petit mouvement full technique que tu fais comme dans une grosse compé. Puis là, j'ai fait, ah non, les gens qui commencent veulent savoir quel mythe s'acheter. Comme ils veulent juste savoir de quel bord la mettre dans sa main. Puis même chose avec moi quand je faisais du ski, ce qui me stressait le plus, c'est pas descendre la pente, c'est monter m'asseoir dans le remontant. C'est ça. C'est comme pas assez de base, des fois. Puis je comprends que les gens qui sont pros d'un domaine, ils vont peut-être pas penser que pour une cliente, ce qui est intimidant, c'est de mettre un collant puis de se présenter dans le cours, là, tu sais. Fait que je comprends qu'eux, ils sont là pour te donner de la technique. Puis on a un besoin de ces inspirations-là aussi, puis de ces professionnels-là. Par contre, je pense qu'il y a aussi un besoin pour des gens dont la profession, c'est l'enseignement et non pas la performance comme artiste ou comme interprète. Donc moi, je ne suis pas une interprète, je ne suis pas une danseuse, j'avais pas les qualifications, ni le talent, ni la souplesse, ni tout ce que tu veux pour faire ça. Puis c'est correct. Par contre, mon métier, c'est d'être enseignante. Donc, contrairement à d'autres écoles où tu vas avoir, mettons, d'anciens danseurs, d'anciennes danseuses qui vont être enseignants, ça peut être excellent. Il y en a qui ont des qualités pédagogiques, mais ça peut aussi être juste d'anciens danseurs et danseuses qui sont très bons comme interprètes, mais peut-être moins comme profs. T'sais. Nous, on mise vraiment sur l'autre aspect où nos profs, ce sont tous des profs. C'est notre métier d'être enseignante. Donc, on n'est pas là pour performer, puis show off, puis montrer nos extensions, puis nos arabesques, puis nos quadruples pirouettes. On est là pour enseigner aux gens à devenir si eux veulent aller plus loin. Fait que ouais, nous aussi, on reprend ça vraiment de la base. On apprend aux gens à se tenir debout après une barre, puis où mettre ta main, puis comment t'installer dans le studio. On prend vraiment du début. Puis je pense qu'on a aussi un côté que, oui, on est tous certifiés en ballet, mais on est quand même accessible. Donc, c'est pas intimidant de venir prendre la classe d'une de mes profs. Chez Ballet Up, c'est pas une ballerine professionnelle nécessairement. Là. Il y en a quelques-unes qui ont des carrières comme interprètes, mais beaucoup sont des profs. Fait que c'est des personnes comme toi puis moi, en forme comme toi puis moi, puis c'est pas des athlètes, puis c'est pas des pros nécessairement, mais ce sont des professionnels de l'enseignement. Voilà. C'est intéressant. Avec, tu sais, j'essaie de garder... Moi, je me rends compte que je me vois plus comme une experte de la communication. Là, on veut produire du contenu, mais pas comme une experte du mouvement. Mais que c'est ça, la force, c'est que je regarde toutes les disciplines avec un œil d'apprenti. Puis je vais poser des questions vraiment de base. Puis que je deviens finalement, je veux devenir la représentante de cette personne-là qui veut commencer une activité, peu importe c'est quoi, puis qui sait même pas genre où trouver l'équipement, puis c'est ça. Comme les règles minimales d'un jeu pour pouvoir le faire, tu sais. Fait que ça me touche beaucoup votre approche. Est-ce que toi, dans le fond, dans ton cheminement, est-ce que être enseignante, c'est quelque chose que tu savais que tu allais faire dans la vie? Mon Dieu, non. Vraiment pas du tout. Moi, j'ai commencé le ballet comme récréativement à genre 4 ans ou 5 ans. J'en ai fait toute ma vie, sauf à l'adolescence quand tout me gossait puis je voulais juste aller chiller au parc. Là. Fait que là, j'ai arrêté le ballet. Mais le reste du temps, j'en ai toujours fait de façon récréative. Mais moi, j'ai un bac en commerce, une majeure de marketing. Mon but, c'était de faire de l'entrepreneuriat, d'être entrepreneur. Alors, ce que j'ai commencé à faire à la sortie du bac, c'est chercher là, la grande idée entrepreneuriale, quel produit, quel service pourrait changer la vie des gens. Puis, donc, j'étais en train vraiment de réfléchir à ma grande idée d'entrepreneuriat. Et pendant ce temps-là, je me suis dit, ben, pourquoi pas faire un petit peu de cours de ballet sur le side, là, juste pour le fun. Puis j'avais entendu tous ces commentaires-là de femmes qui ne se trouvaient pas à la hauteur du ballet tel que présenté à ce moment-là. Fait que je me suis dit, ah mon Dieu, ben, il y a une petite opportunité. Je vais donner quelques cours là, au centre communautaire là, les soirs de semaine. Mais pour moi, c'était pas mon projet. Là. Je cherchais le projet pendant ce temps-là. Puis finalement, ça m'a pris un peu au dépourvu parce qu'il y a eu 3 cours pleins, 5, 8, 13. Bon, un moment donné, j'ai dit, OK, là, ça y est. Alors là, j'ai quitté ma job de jour, comme on dit. Puis depuis ce temps-là que je m'occupe de Ballet Up, dans le fond, on a fondé l'entreprise comme plus officiellement en 2016. On a ouvert nos propres studios. Puis là, ben, c'est la croissance depuis ce jour. Fait que
Fait que non, je m'attendais pas du tout à être prof de ballet ou de quoi que ce soit dans la vie. D'ailleurs, je me qualifie pas non plus comme prof de ballet, comme mon métier principal, c'est de m'occuper de l'entreprise, c'est d'être l'entrepreneur derrière Ballet Up. Mais je retrouve tellement de plaisir à enseigner, puis ça me fait tellement triper d'être là dans la classe avec mes clientes, puis j'échangerais pas ça, là. Fait que c'est vraiment chouette d'avoir un peu les deux volets, les deux aspects à ma job au quotidien. T'as-tu le temps? On a reçu Sarah des Faiseurs, Oui. tu sais, elle, c'est ça, je lui demandais, est-ce que tu as encore le temps toi-même de faire de la poterie? Parce que quand tu as le chapeau d'entrepreneur puis que tu dois gérer le café puis le commerce, c'est pas. Tu sais, est-ce que tu as encore le temps de faire ta passion? Est-ce que tu as encore le temps de faire du ballet pour ta pratique personnelle? Pas assez. Je dirais que ça va par phase. Fait que moi, je suis quelques classes là, de maître les matins à différents studios à Montréal. Là. Fait que quand je suis dans une bonne phase de motivation puis que je suis pas débordée à Ballet Up puis j'ai pas 15 cours par semaine que j'enseigne, ben oui, j'en fais quelques-uns. Sinon, je suis en processus aussi de certification pour une méthode qui s'appelle Cecchetti. C'est une méthode de ballet italienne, là, donc très réputée. Là, c'est un gros truc mondial, machin. Puis j'avais envie, moi, d'avoir aussi une certification en ballet comme officielle pour dire oui, je sais ce que je fais, mais aussi je sais pas, je trouvais que pour ma propre crédibilité envers moi-même, j'aimais bien savoir que quelqu'un quelque part reconnaît que je sais ce que je fais. Fait que j'ai commencé ça il y a 2 ans, puis c'est à peu près une année d'études par diplôme, si on veut. Fait que là, j'entame ma deuxième année pour passer mon niveau 2. Fait qu'on, c'est ça, je continue à me former tout au long des années, puis c'est vraiment très sain aussi pour moi de pratiquer le ballet comme participante, comme danseuse, par moi-même pour le fun, en me concentrant dans ma bulle. Ça fait vraiment très différent que d'enseigner puis d'être au contraire dans la bulle de tout le monde, de devoir observer chaque personne, quand tu danses dans le cadre d'un cours que tu enseignes, bien évidemment que tu as une petite pression de performance. Là, tu veux pas montrer l'exercice tout proche. Donc, c'est cool des fois de se retrouver juste seul puis faire ses trucs, puis au pire se tromper, puis c'est pas grave. C'est ça, il y a Ouais. comme tu dis, il y a un mode différent entre quand tu enseignes, tu es en mode comme ouverture pour observer puis comprendre l'énergie du groupe versus quand tu es tout seul, c'est un tune-in. En fait, là, c'est un C'est ça. centre sur soi puis c'est nos sensations qui prennent le dessus. Puis... Absolument. Puis quand tu es en train d'enseigner, tu n'as pas le temps de te demander si ça fait mal, si ça va bien, comment tu te sens. Là, tu es en showtime un peu, on pourrait dire. Là. Donc, tous les yeux sont tournés vers toi. C'est bien parce que ça te force à performer un peu. Ça, c'est toujours très positif. Là. Tu performes jamais aussi bien que quand tout le monde te regarde parce que tu n'as pas le choix. Mais par contre, moi, je suis une petite créature introvertie dans la vie, puis j'ai besoin de mes moments solo. Alors là, c'est sûr que d'être tout le temps un peu sous le spot en classe, ben c'est cool, j'adore ça, puis j'aime le partage, puis le fait de triper avec mes clientes. Mais une fois de temps en temps, j'apprécie aussi de vivre le ballet en mode introspectif, si tu veux, ou en mode solo. Fait que, ouais, ça fait du bien de faire les deux, vraiment. Est-ce que ça surprend les gens quand tu dis que tu es une petite créature introvertie? Oui, je pense que oui. En fait, je suis pas mal sûre que tous mes proches diraient le contraire de moi, là. Mais je pense que j'ai vraiment les deux côtés. J'ai un côté extraverti, c'est sûr. Je suis pas gênée. J'aime parler aux filles, aux clientes, évidemment. Puis être vraiment au cœur de la business avec toute mon équipe, mon staff, puis tout le monde. Ça, c'est sûr que j'adore ça. Mais j'ai quand même un côté peut-être plus solitaire, plus, je sais pas, là, dans mes affaires à moi. J'ai vraiment les deux, ouais. Je te pose la question parce que moi, je me considère aussi comme une grande introvertie. Ce que je considère être, il y a des gens qui pensent que l'extroversion, c'est comme à quel point tu parles ou tu partages tes idées ou pas, mais finalement, moi, de la manière que je comprends, c'est qu'est-ce qui te permet de recharger tes batteries? Est-ce que c'est d'être dans un groupe ou est-ce que c'est d'être seul? C'est Euh, ça, ouais. mais tu sais, j'ai étudié en com, j'ai enseigné à l'université, puis tu sais, mon domaine est autour du partage, tu sais, en ligne. Fait qu'il y a des gens, en tout cas, on dirait que je me suis reconnue en toi parce que moi, quand je le dis, il y a des gens qui me croient pas, tu sais, qui sont surpris. Mais finalement, non, une soirée à la maison avec un thé, c'est quand même quelque chose qui me fait le plus de... Ben, je pense que c'est peut-être en contraste avec ce qu'on fait au quotidien. Tu sais, moi, quand je suis à job, je suis toujours en mode soit spectacle parce que j'enseigne. Enseigner, c'est vraiment comme donner un show d'humour, là. En plus, chez nous, tu sais, on veut que ce soit drôle, léger, fait qu'il faut être vraiment se montrer extrêmement accueillant, puis invitant, puis poser des questions, puis être très engagé dans la conversation avec chaque personne, ce qui est très cool, puis très le fun.
Mais contrairement à d'autres profs de ballet où c'est plus sérieux, tu rentres dans le cours, le prof, il dit à peine bonjour, il met la musique, puis c'est comme il fait son truc, tu sais. Nous, on est plus en mode convivial, communauté. Fait qu'il y a un petit effort, je dirais, social à faire là. Et après ça, quand je me retrouve avec mes employés, puis mon équipe, mes collègues, ben c'est sûr qu'on me regarde beaucoup pour des réponses. Là. C'est quand même moi qui, encore à ce jour, qui prend beaucoup des opérations dans mes responsabilités. Fait que oui, c'est sûr que je suis comme un peu toujours en mode je me sens un peu observée chez Valéa, c'est sûr. Puis il faut que je montre l'exemple, puis il faut que je sois toujours, tu sais, c'est du service à la clientèle, donc d'extraordinaire humeur tous les jours. Donc ça, c'est vraiment le fun, puis ça occupe une partie de mes journées que j'adore. Donc, mais je pense qu'en contraste, justement, quand j'arrive chez nous, ben, j'aime ça aller prendre un cours de ballet toute seule, avoir l'air bête toute seule. Croche en linge mou, puis... C'est ça. Profiter du fait de ne pas être observée de temps en temps, ça fait du bien aussi. Fait que peut-être c'est pour ça que je me sens plus introvertie, c'est que la job que je fais appelle à être très extravertie. Donc, pour compenser, c'est ça, j'ai un peu les deux côtés, je pense. Fait que comment ça se passe à la maison? Là? Il y a eu la méga tempête là, qui a déstabilisé les routines de tout le monde. Puis vous avez vécu une transition en ligne. Oui, exact. Oui, alors... Là, c'est la vie à la maison. C'est ça, tout à fait. Ben, c'est sûr que ça fait très différent pour moi qui travaillais 60, 70 heures semaine. Là, c'est très relax. Et aussi, le fait de travailler en classe de groupe, ben, c'est sûr que tu travailles de soir, de fin de semaine. Donc, moi, dans la journée, souvent, je suis soit à la maison ou au studio en train de faire tout ce qui est administration. On a des classes de jour aussi, fait que j'enseigne un peu de jour aussi. Je m'occupe des finances, de la compta, du marketing, des ressources humaines, des TI, de tout ce que tu peux t'imaginer. Alors, tout ça se fait de jour. Et le soir, ben, on enseigne. Puis là, j'enseigne tous les soirs présentement. Fait que c'est sûr que je suis pas beaucoup à la maison, pas beaucoup disponible pour le reste de mon existence, je dirais. Et là, le fait d'être un peu en pause, un peu en arrêt, ben, c'est sûr que ça te fait redécouvrir les joies simples de cuisiner un souper puis le manger chaud. Pas le manger réchauffé à 11 h le soir quand t'arrives, tu sais. Puis prendre des marches, puis s'occuper de mon chien, puis faire des casse-têtes, puis lire, tu sais, toutes des choses que je faisais plus du tout. Fait que c'est sûr que présentement, j'apprécie beaucoup ce rythme plus lent-là. Puis, en toute franchise, je redoute un peu la réouverture. J'ai hâte de voir comment ça va se passer, de revenir à un horaire un petit peu plus soutenu, plus intense. Je pense que je vais essayer de retenir quelques leçons de la période présente, puis peut-être garder un horaire un petit peu plus léger, juste parce que je découvre qu'il y a vraiment de la joie puis du bonheur à faire les choses un petit peu plus lentement. Profiter de chaque chose au lieu de tout faire à la course tout le temps. Là. Fait que, je pense qu'on est plusieurs à apprendre cette leçon-là en ce moment, puis j'ai bon espoir que ça me reste un peu après aussi. J'ai l'impression que ça l'a secoué la routine ou carrément ça l'a arrêté. Là. Il y a des choses du jour au lendemain qui peuvent juste plus être faites. Puis le temps d'arrêt est suffisant pour que la poussière retombe, puis que là, tous ces petits morceaux-là qui ont été éclatés, on peut les reconfigurer un peu à notre façon, puis ça peut donner une opportunité pour réinventer notre quotidien. Puis ce que tu ressens, on dirait que j'ai vécu de la même façon, comme on dirait qu'il y a moins de bruit autour de moi. Tu sais, on peut plus aller au resto, on peut plus aller au magasin, on peut plus s'échapper, on peut plus, on est moins bombardé de certains types de messages d'invitation, puis on dirait que ça crée un certain calme où là, il reste juste nous avec des questions fondamentales sur quel genre de vie j'ai envie de vivre, comment je veux créer mes journées. Vraiment. En ce moment, votre plateforme en ligne, dans le fond, pour les gens qui vous découvrent et qui auraient envie de vous suivre à partir de maintenant, considérant que les studios sont fermés, ce qui est cool, c'est que là, vous avez rapidement pivoté pour amener du contenu en ligne. C'est un rêve que vous avez depuis longtemps de toute façon. Qu'est-ce que les gens peuvent trouver en ligne, en fait, en allant sur votre site? Alors, ouais, on a fait un pivot assez rapide, merci. Ce qui a été quand même un challenge pour moi et mon côté perfectionniste, de dire, bon, ben, c'est vraiment pas ce que je voulais, c'est pas parfait encore au niveau de l'expérience en ligne et tout ça, mais c'est good enough, puis on va le mettre en ligne. Alors là, je me suis parlé, puis je l'ai lancé, même si c'est pas encore 100% à mon goût. Mais ça évolue chaque semaine, donc ça, c'est bon. Ce qu'on retrouve en ligne, c'est vraiment la version web, si on veut, de nos classes. Donc, tu vas pouvoir trouver toutes les classes qu'on offre en studio, que ce soit la technique de ballet, niveau débutant, niveau intermédiaire. On a même des cours de pointe ou pour débuter les pointes, préparation là, du pied, si on veut, des cours de renforcement pour pouvoir se préparer aux pointes.
Puis après ça, ben, tous nos entraînements, donc corps de ballet, sans chichi, c'est tous nos entraînements signature, on les offre en ligne aussi, du stretch, de la barre au sol, et des classes pour enfants aussi. Mm. Donc vraiment, toute la famille là, peut suivre les cours de ballet qu'on offre à distance. Ce qui, pour l'instant, c'est ça. Donc pour l'instant, c'est vraiment comme si tu étais dans le studio avec la professeure, puis tu peux suivre le cours. Éventuellement, ce qu'on va vouloir rajouter, ce sera de la musique. Pour le moment, on n'en avait pas parce que, bon, des raisons de droit d'auteur et tout ça, mais là, on est en train de trouver une solution pour pouvoir offrir des classes sur musique en ligne. On va rajouter des nouvelles classes qui s'en viennent aussi. On va en filmer encore la semaine prochaine, donc de plus en plus de cours qui vont s'ajouter chaque mois. On a une offre aussi de capsules théoriques. Donc, si on a des mouvements qu'on veut peaufiner ou qu'on n'a jamais vraiment eu le temps de voir en classe, bien là, c'est le bon moment pour les travailler à la maison. Puis, on va aussi lancer une classe de ballet pour aînés. Fait que ça s'appelle les mamies ballerines dans notre cas. Ah, Puis, cute. c'est vraiment un ballet très doux sur chaise. Fait que ça fait la job pour tout le monde, en fait, qui veut s'essayer puis qui en a jamais fait, qui préférerait un entraînement un petit peu plus doux. Donc, personnes, mettons, en réhabilitation, c'est parfait. Personnes âgées, personnes qui sont en convalescence, quoi que ce soit. Ou juste du monde qui ont le goût d'un cours plus relax. Là. Alors, tout ça sera disponible, mais on travaille continuellement dessus, même à distance. Mhm. C'est spécial, hein, que ça a créé une pression extrême d'un côté qui t'a forcé à sortir tes idées, puis je suis sûre que de juste commencer à l'alimenter, ça, comment dire, c'est le début de quelque chose de vraiment nice, là, tu sais. Je pense que tu me parles de ton catalogue, puis je trouve ça tellement intéressant que, tu sais, on en parlait juste avant de commencer à enregistrer, que ça permet aussi à d'autres personnes de vous découvrir qui étaient à distance. Oui. On voit comme quelque chose d'autre qui va pousser même après la crise. Puis de l'autre côté, ça te permet aussi de ralentir, tu sais, c'est un drôle de mix. Ouais. C'était un très drôle de mix. Je te dirais les 2 premières semaines, au moment où on a appris qu'on devait fermer les studios, ça c'était comme le 15, le dimanche 15 mars. Le lundi 16, on était fermé. Là, fait qu'on a fermé le jour qu'on l'a su. Ben, c'est sûr que le lundi 16, j'étais déjà en train de trouver une solution pour louer de l'équipement de vidéo, puis recruter des profs, puis m'assurer qu'on était tous en mode productivité sur les vidéos parce que je savais que c'est ça, il y aurait peut-être des mesures de confinement plus sévères qui s'en viendraient. D'ailleurs, c'est le cas. Fait que, on s'est dépêché au tout début, là, quand on pouvait encore circuler pas trop pire, puis se rassembler à 2, 3 pour faire le plus de vidéos possible, le plus de contenu possible. On dirait que ça me rappelle la phrase super quétaine de, tu sais, les diamants sont créés sous foule de pression, là. C'est super quétaine. Mais c'est quand même ça. Non, mais dans le sens que, Ouais. pas que je prétends que ma plateforme, ça ressemble à un diamant du tout, là. Mais dans le sens que oui, c'est comme sous pression qu'on finit parfois par réagir plus vite, plus fort et peut-être mieux qu'on aurait pensé. Moi, je m'attendais à ce que ça me fige un peu. Là, la situation est certaine, mais au final, c'est ce qui m'aura un peu poussé dans le derrière pour lancer cette plateforme-là que je tergiversais à lancer depuis plusieurs mois, plusieurs années même. Et c'est pour la postérité aussi, donc ça va finir par rester même après. Là. Donc, j'espère que ça va pouvoir continuer à servir des clientes plus éloignées ou qui ont déménagé, qui sont plus en mesure de venir au studio, ou même des clientes qui viennent en studio, mais qui en prendraient davantage à la maison. Fait Mm-hmm. que ça va être disponible encore après, puis ça va nous servir à encore plus unifier là, notre petite communauté, ça c'est certain. Ouais. Parce que c'est sûr que, tu sais, les défauts que toi, tu vois, les autres ne le voient pas, puis sont juste contents et contentes de vous voir. Tu sais, comme... On a comme 2 types de clientèle sur la plateforme en ligne. On a nos fidèles du studio qui, elles, sont pas mal indulgentes avec nous, je dirais. Là, Mm. puis que je pense que leur but, c'est juste de nous encourager comme entreprise. C'est vraiment des clientes extraordinaires qu'on a, puis qui veulent beaucoup nous encourager. Puis, comme tu dis, nous voir dans leur salon, déjà, ça fait certainement dit que ça faisait leur journée. Puis nous, ça fait la nôtre de savoir que, bon, il y a comme un échange, même si c'est virtuel. Donc, ça, c'est vraiment cool. On a une autre partie de notre clientèle en ligne, que c'est des gens qu'on ne connaît pas. Mm. Donc, des gens qui ne sont pas nécessairement des clients du studio, mais qui découvrent là, avec les enfants ou pour elles-mêmes. Donc, c'est sûr que ces personnes-là, à date, se sont montrées aussi vraiment compréhensives sur nos petits problèmes techniques qu'on a pu avoir au début et tout ça. Mais c'est sûr que quand tu connais moins l'équipe, quand tu n'es pas familière avec le concept de ligue de garage, puis c'est pas tes chummés là, que tu vois dans Mm-hmm. l'écran, ben, c'est sûr que
on les a trouvées très indulgentes avec nous. On aurait aimé offrir un produit parfait dès le début, mais tout le monde a été vraiment super compréhensif de voir que, oui, la première semaine, ben, il y a une vidéo qui bug, c'est ça. On n'est pas technicienne en informatique, personne, non, c'est comme recycler en vidéaste d'un jour, mais c'est ça. Donc, mais par contre, ceci dit, j'apprends énormément de choses sur la production vidéo, puis j'aime bien ça. Fait que ça va, ça s'en vient, la gang, je lâche pas. C'est bon ça, mais ouais, c'est le fou de voir comment, en ce moment, il y a comme, il y a beaucoup de spécialistes qui ont, c'est ça, une pratique puis qui la partagent en ligne. Puis je pense que tout le monde est dans ce mode-là en train de trouver les ressources. On a une discussion là-dessus d'ailleurs, d'essayer de comparer les plateformes, les outils, parce que comme un apprentissage collectif de quand c'est une pratique dans le monde réel, d'humain à humain, comment on amène cette expérience-là pour qu'elle soit intéressante aussi par le web. Mais... Exact. Puis c'est beau de voir que toute la clientèle, ou la grande majorité de ma clientèle, ils sont hyper encourageantes et positives. Il y en a qui vont me signaler des bugs techniques ou quoi que ce soit. Ils vont me dire, ah là, sur cette page-là, la vidéo, mais ça commence toujours par allô les filles, vous êtes tellement cool, merci d'avoir fait ça, c'est tellement génial, on vous suit à la maison, on tripe. En passant, il y a une faute d'orthographe où il y a. Mais genre là, je sais pas, on vous la bonne méthode du sandwich, là. Exact. Fait que, tu sais, c'est cool de voir qu'il y a aussi une compréhension parmi ce que j'aurais le goût de dire la population en général, envers tout le monde qui offre des services en ligne. Tu sais, on n'est toutes pas des webmestres, on n'est toutes pas des programmeurs, des développeurs web, on est toutes des profs de ballet, des coachs, tous les métiers de gens, même des spécialistes de la santé qui essaient d'offrir des services en ligne ou je connais une école de musique qui commence à donner des cours en ligne. Mais tu sais, la fille est chanteuse et musicienne, là, elle n'est pas technicienne web. Donc, bref, on fait tout du mieux qu'on peut avec les ressources qu'on a. Puis c'est cool de sentir qu'il y a un appui parmi nos clients de dire, ben oui, on sait que vous faites de votre mieux puis lâchez pas. Fait que c'est encourageant des deux côtés. Avez-vous des témoignages, justement, des personnes qui n'étaient pas dans votre réseau, qui ont réussi à vous découvrir comme ça, que ça pas nécessairement... Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont découvert tout simplement grâce au web qui sont peut-être même pas au Québec? Je pense que vous avez des clientes en France déjà. Oui, on a des clientes un peu partout, je dirais, en France, aux États-Unis, on en a dans le Grand Nord aussi. Alors voilà, dans le fond, ça prend juste une connexion web. Fait que c'est sûr que dans le Grand Nord, des fois, c'est pas évident, mais on a quand même qui réussissent à suivre les classes, donc ça, c'est vraiment cool. Mais oui, on a des gens, tu sais, justement, ce matin, j'avais une cliente qui m'écrivait, qui est une nouvelle cliente web, là, puis qui nous disait, ben, tu sais, moi, mettons 65 ans, jamais là, j'oserais me présenter dans une classe, j'aurais bien trop peur d'être jugée ou de pas faire, de pas suivre. Mais là, dans mon salon, ça me gêne pas, c'est parfait, je ferme les stores, puis ouais. Fait que je trouve ça tellement cool. Puis avec un peu de chance, cette personne-là va prendre confiance en elle tout en faisant les cours, puis éventuellement peut-être se sentir à l'aise de rejoindre. Parce que là, une fois que tu as suivi nos cours, ben, tu reçois notre info, là, tu vois nos photos, on est du monde ordinaire, on n'est pas des mannequins. Puis on écrit dans un langage qui se veut super convivial puis accueillant, sans jugement. Donc là, peut-être tu vas prendre confiance, tu vas venir à un événement spécial, puis là, tu vas essayer une classe avec une amie, puis un moment donné, tu vas peut-être se sentir à l'aise de venir faire les cours au studio. Donc, c'est sûr que pour nous, c'est un bon outil aussi pour peut-être dédramatiser le ballet ou le rendre plus accessible, plus démocratisé. Puis même nos clientes régulières disent « c'est super le fun les cours en ligne parce que tu me vois pas si j'arrête l'exercice, fait que tu peux pas me chicaner, c'est parfait. » Donc, il y a quand même des bienfaits à le faire à la maison. Puis je sais qu'aussi, il y en a plusieurs qui ont des horaires. On a plusieurs personnes dans le milieu de la santé qui viennent danser chez nous. Fait qu'une saison vont être là, mettons, les matins. L'autre saison, plus du tout parce que là, c'est l'horaire de nuit puis ça marche pas. Donc, c'est cool de pouvoir le faire un peu sur demande aussi quand les gens sont prêts et disponibles. C'est vrai, hein, ça permet d'établir une relation comme un plus petit pas que se présenter dans un studio. C'est ça. Puis de l'entretenir dans des moments où peut-être il n'aurait pas pu venir vous voir. C'est ça, exactement. Ouais. Aviez-vous, à vos studios, avant l'isolement, des cours pour les personnes âgées? Oui, on a essayé. Ça n'a pas super fonctionné, je dirais. Je pense que la formule de classe pour aînés au studio, c'est peut-être moins formidable dans le moment parce que ça peut être une clientèle qui a peut-être plus de mal à se déplacer, surtout qu'on est en ville, sur un gros boulevard, c'est peut-être pas l'idéal. Donc, c'est plutôt un service qu'on offre, en fait, en résidence ou en centre communautaire désigné pour les aînés. Donc, c'est nous qui nous déplaçons, dans le fond. Ça, c'est quelque chose qu'on offre aussi en studio toute l'année. Donc,
les résidences peuvent faire appel à nous pour qu'on aille, par exemple, animer une classe là, 1 heure par semaine. Voilà, ou des centres communautaires, justement, qui font des activités spéciales pour les clientèles aînées. Donc ça, c'est sûr qu'on peut faire ça sans problème. Puis là, en vidéo, ben, c'est sûr que ça va être quand même une chouette façon de travailler. Moi, personnellement, je l'ai fait tester à mes 2 grands-parents. Et OK. les 2 sont de clients satisfaits. Alors, je pense que Non. ça doit être bon. La, ba- Après, ouais. La on barrière peut... technologique, c'est comment? Parce que... Je dirais que c'est un enjeu quand même. Puis ça, c'est pas les aînés, c'est tout le monde. Là. Ah, Vraiment, OK. au niveau de la technologie, c'est vraiment plus... c'est parce qu'en fait, les gens, j'ai l'impression, on est tous un peu dans l'incompréhension de comment ça marche vraiment. Euh, OK. Moi-même, c'est très mystérieux pour moi, là, exactement comment ça fonctionne, l'Internet. Là. Donc, tu sais, souvent les gens vont m'écrire pour me dire, ben, le vidéo coupe ou quoi que ce soit. Ben, ça, c'est vraiment une question de ton débit d'Internet, tu sais, ta vitesse de download ou d'upload. Là, je dis des mots, puis je suis même pas sûre que c'est ça, là, mais euh, fait qu'on a appris quelques trucs à la longue. Par exemple, c'est bien de se placer très près de son routeur, ne pas faire fonctionner le micro-ondes en même temps. Micro-ondes, ça nuit au OK. Wi-Fi. Je savais pas ça. Mais tu sais, donc, on apprend sur le tas, nous aussi. Puis les gens aussi, j'ai l'impression, là, on est tous un peu en mode bon. Mais oui, c'est ça. Fait que donc, ça me fait beaucoup réfléchir à la question de l'accès tu sais, à l'Internet. Il y a vraiment des gens pour qui c'est compliqué d'avoir accès. Puis, tu sais, l'Internet en 2020, c'est pas un luxe, là, c'est un besoin essentiel. C'est un service de base qu'on devrait tous, comme humains, avoir euh, à disponibilité. Donc, c'est ça, non, justement, ma cliente de Grand Nord qui me parlait hier que ça fonctionne pas, que se faire, l'Internet ne se rend juste pas assez pour que ça puisse marcher. Mais cette personne-là, tu sais, à ce moment-là, n'est pas capable de commander son épicerie en ligne non plus, là, probablement. Là, Mhm. j'en sais rien. Mais... Donc, je trouve que ça nous fait réaliser aussi que, bien, premièrement, on a quand même une certaine dépendance aux technologies en temps de crise et le reste de l'année. Mais c'est pas tout le monde qui a accès et qui a la possibilité, tu sais, de... Donc, je trouve que ça, ce serait une chose à probablement réfléchir post-COVID, là, puis à voir comment on peut améliorer ça pour la société en entier. Mhm. Moi, je trouve ça fascinant, l'accès de l'activité physique pour les personnes âgées. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que vieillir, c'est dégénérer. Oui, Mais à tout âge, on est capable de bâtir des capacités. On peut même se faire du muscle. Tu sais, je suis un Instagram d'une madame, je pense qu'elle a 70 ans, puis je sais pas si ça fait du culturisme, mais tu sais, elle a plus de muscles, de biceps que moi, tu sais. Mais je me demandais justement si une offre en ligne était capable de rejoindre ces personnes-là, considérant que, tu sais, je pense à mes parents qui sont super adorables, puis mais ma mère, tu sais, elle a un iPad, puis elle utilise, je pense, 2 applications, puis la presse ouais. plus, puis Facebook pour nous envoyer des messages, tu sais. Fait que là, je me disais, est-ce qu'il y a une barrière? Tu sais, j'étais juste curieuse de savoir, est-ce que on est capable de rejoindre les gens si, avec les outils technologiques, c'est pas tout le monde qui en a dans les maisons, mais bon, c'est plus une... Mais oui, puis c'est sûr que, tu sais, au niveau de... Là, c'est vrai qu'on parle plus de nos aînés en ce moment, là. C'est vrai que, mettons, ma grand-mère, tu sais, avant de pouvoir lui envoyer un lien YouTube pour qu'elle puisse suivre la vidéo que je lui ai fait, il a fallu qu'on y fasse un vidéo de comment allumer la tablette, comment aller sur YouTube, Ah, comment, tu c'est sais. cute. Donc, puis là, souvent, c'est comme, tout a disparu, tout a... Puis non, t'as juste manqué de batterie, tu sais. Bon, ça sonne super condescendant, comment je le dis, là, je suis gênée. Je veux pas qu'on pense que, tu sais, mais c'est ça. Il y a quand même des... Nous, pour nous, c'est évident, on est né avec ça, mais quand t'as 85 ans, ben peut-être que c'est pas si évident que ça, puis ça peut poser un enjeu, effectivement. Alors moi, je sais que la première chose que je vais faire une fois que le COVID sera terminé, c'est dispenser des cours de Internet 101 à mes grands-parents, là, justement pour qu'une autre fois, ils ne soient pas mal pris et soient en mesure de se débrouiller là, avec tout ça. Ouais. Puis, au niveau de nos classes pour aînés, c'est sûr qu'on va essayer de trouver une façon de les diffuser plus at large que sur notre plateforme. Hmm. Fait que là, dans les circonstances actuelles, je pense qu'on va probablement le partager en format YouTube, justement, pour que les gens puissent l'envoyer seulement un lien à leurs Ah, je comprends. grands-parents ou à leurs parents. Comme ça, tu cliques, puis ça ouvre, puis c'est tout. Tu n'as pas à t'inscrire, créer un compte, mettre ta carte de crédit, puis tout ça. Là. Donc, celui-là, probablement qu'on va le faire plus accessible pour être sûr que nos aînés puissent continuer à bouger un Mhm. petit peu à domicile pendant la période qu'on vit présentement. Mhm. Ah non, c'est une belle idée. Je suis curieuse, je vais suivre ça. Oui, Euh, Au niveau des enfants, parce que là, on parle des personnes âgées, des différents publics, fait que là, vous avez en studio des cours pour enfants aussi. Est-ce que oui. c'est depuis le début ou c'est une offre qui s'est rajoutée avec le temps? Non, on a rajouté ça avec le temps. En fait, nous, notre clientèle, c'est vraiment les adultes.
Mais par contre, on s'est rendu compte que beaucoup de nos clientes ont des enfants, évidemment, puis nous disaient « Ah, ce serait cool que ma fille puisse faire du ballet ici parce que elle en a fait, mettons, à une autre école ou ailleurs, peu importe, puis elle a trouvé ça trop sévère, trop rigide, c'était pas assez créatif, puis on dirait qu'elle a perdu l'intérêt. » Et ça, c'est un commentaire qu'on a beaucoup, beaucoup reçu. Puis on sait que beaucoup de nos clientèles d'enfants, c'est des enfants qui en ont fait ailleurs, mais qui, justement, pour des raisons de sérieux ou de rigidité un peu, ont trouvé ça plus contraignant. Ou parfois, c'est les parents aussi qui trouvent que toute la machine du costume, vidéo, fin d'année, maquillage, spectacle, blablabla, c'est quelque chose à quoi ils adhèrent un petit peu moins, tu sais. Donc, nous, on voulait vraiment offrir une formule un peu révisée pour les enfants où ce serait ça a l'air des micro-détails, là, mais en fait, c'est vraiment très différent. Chez nous, il n'y a pas d'uniforme. Les enfants viennent danser dans une tenue sportive qui les rend confortables. Euh, je dirais que pour la plupart, c'est quand même maillot collant, tutu, aile de fée. Mais les ailes de fée sont bienvenus chez nous, alors il n'y en a pas de problème si on a envie de se costumer. C'est comme, tu sais, entre 4 et 6 ans, là, c'est bien la seule fois de ta vie que tu vas pouvoir danser avec des ailes de fée, typiquement, là, profites-en, là, tu sais. Alors ça, c'est ça. On demande des chaussons de ballet, évidemment, pour des raisons de sécurité et tout ça, mais le reste, c'est libre. Les couleurs, il n'y en a pas. Ils n'ont pas besoin de se faire un chignon. Après, on utilise une musique variée, plus adaptée aux enfants aussi que dans nos cours d'adultes. Fait que ça, c'est le fun. Et il n'y a pas de spectacle de fin d'année, et il n'y a pas de vidéo, et il n'y a pas de grand-maman, il faut qu'elle achète des fleurs, puis tout le cadeau, puis tout le kit. On ne maquille pas les enfants, on leur fait pas de chignon, on n'essaie pas de travailler leur côté esthétique, là. Encore une fois, on est plus là pour faire du sport. Puis ce qu'on essaie d'inculquer, en fait, chez nos jeunes danseurs, puis nos jeunes, c'est l'amour de faire du sport pour faire du sport, faire du sport pour se sentir bien dans sa peau, pour se faire des amis, pour avoir du fun, et non pas pour la carotte au bout qui est tu vas être belle dans une robe de princesse. Tu comprends? Fait que Ouais. c'est un peu ça notre approche. Après, on ne juge pas du tout l'expérience géniale que ça peut être pour les enfants de faire de la scène, de faire des représentations. Il y en a pour qui c'est révélateur. Moi-même, j'ai trippé dans ma jeunesse à faire des spectacles de ballet. Mais c'est pas pour tout le monde. Puis c'est le fun d'avoir une deuxième option. T'sais, si on n'a pas envie d'inscrire notre enfant dans ce moule-là, ben, il existe une autre façon de faire du Mhm. ballet, puis c'est nous. Mhm. Ah non, c'est une belle façon de l'apporter. Parce qu'il y a beaucoup d'études qui démontrent que la pression de performance et la surspécialisation trop jeune, ça peut créer des burn-out d'athlètes puis des jeunes qui ne refont plus nécessairement de sport par après. Parce que quand, C'est comme ça. tu dis, ta motivation, c'est un prix ou c'est la validation externe, c'est pas la même chose que quand tu es nourri par un intérêt profond au fond de toi, puis que même si personne te regarde, ou tu vas avoir du plaisir à C'est ça. danser, même devant un C'est miroir. vraiment ça. Puis c'est que nous, ce qu'on trouvait aussi, c'est que nos jeunes, on se rendait compte que beaucoup de jeunes étaient victimes de, tu sais, comment on pourrait dire ça? C'est comme s'ils vivaient un certain leurre. Tu sais, ils vont arriver sur YouTube, puis là, ils vont voir une vidéo de Trouve ta split en 2 jours », puis là, ils Hmm. vont embarquer là-dedans à fond la caisse, parce que ce qui est important, c'est pas la sensation, c'est le look final, tu sais. Nous, on veut pas que nos jeunes fassent la split en 2 jours, là. Il n'y a rien de sain là-dedans, là. On veut pas que personne fasse la split en 2 jours. Tu sais, la souplesse, c'est quelque chose qui se construit lentement, en précision, en contrôle. Et non pas en essayant de se pousser comme la fille sur la vidéo. D'abord, ton corps, c'est pas celui de la fille sur la vidéo. On remarquera que les filles qui t'apprennent à faire la split en 2 jours, ils ont généralement déjà leur split avant de commencer. Tu sais, Ouais. c'est pas réaliste, là. Fait que nous, on essaie d'enseigner à nos jeunes à avoir aussi un certain regard critique, puis de se fier plus à leur ressenti qu'à l'image, tu sais, puis qu'à ce que ça projette. Puis le ballet, ben c'est sûr qu'il y a quand même dans la société un énorme volet esthétique, apparence, donc performance aussi, bien sûr, à ce moment-là, qui est encore une fois très correct. Il y a un côté qui est nécessaire puis qui est stimulant, je pense, pour beaucoup de jeunes. Mais c'est pas tous les jeunes qui vont avoir les moyens physiques, intellectuels, émotifs. Il y en a qui n'auront jamais les ressources pour se rendre là, puis qui veulent peut-être même pas se rendre là. Donc, est-ce qu'il y aurait moyen de s'occuper de ces jeunes-là, non pas dans l'ombre des plus performants ou des plus... Mhm. Tu sais, parce que souvent, c'est ça. Plus jeune, tu te fais déjà un peu classer. Est-ce que toi, tu as le potentiel d'aller vers une carrière plus professionnelle ou d'aller plus loin? Et toi, non, parce que, par exemple, tu n'es pas souple ou juste pour des considérations, tu sais, anatomiques, là, donc tu ne seras pas nécessairement retenu pour aller plus loin. Mais toute ta vie, tu vas danser dans l'ombre des filles qui, elles,
sont plutôt destinés à une carrière, tu sais. Donc, je trouve que ça peut amener un sentiment d'échec, de culpabilité, une démotivation. Puis, les cours qui vont être dispensés à ces jeunes qu'on pourrait appeler pré-professionnels, ben pas nécessairement adaptés à un jeune qui en fait juste une fois par semaine. Fait que ça n'a pas de bon sens d'être dans le même cours ces deux types de carrière, là, si tu veux. Fait que nous, on veut vraiment s'assurer que la cliente débutante, peu importe son âge, là, de 2 à 98 ans, que la cliente débutante, elle soit au cœur de notre action. On est là pour elle. On a aussi des niveaux plus avancés, mais notre priorité ou notre spécialité, si tu veux, c'est vraiment les gens qui débutent ou qui reviennent après plusieurs années. Donc, ça vaut aussi pour les enfants, là. Puis quand tu parles que le focus est sur le ressenti puis moins sur l'esthétique, est-ce que c'est quand vous enseignez des mouvements, c'est carrément des pauses que vous faites puis vous amenez comme poser des questions? Comment tu amènes quelqu'un à se focusser sur le ressenti quand on est toujours habitué de juste regarder de quoi on a l'air? Oui. C'est vraiment pas facile, c'est un bon défi, je dois dire. Surtout que nous-mêmes étant les professeurs, c'est-à-dire on est quand même des humains, puis on a quand même un ego aussi. Donc, c'est sûr que si je suis capable de lever ma jambe à 90 degrés, ben je vais probablement avoir tendance à le faire, même si je sais que mes clientes, nécessairement, sont peut-être pas rendues là. Ben, ça leur montre en fait on peut le voir de deux façons. On peut voir ça leur montre un exemple ou une façon de s'inspirer pour le futur, mais ça peut aussi leur mettre une certaine pression. Donc, je dirais dans notre méthode d'enseignement, on essaie de nous-mêmes être à l'écoute de nos propres limites. Par exemple, moi, j'ai ma split à droite, mais je ne l'ai pas à gauche. Puis quand je le fais, je fais toujours les deux côtés, puis je montre qu'il y en a un qui ne marche pas, puis c'est correct, tu sais. Parfois, on va toujours proposer des options aussi, donc des paliers de mouvement. Par exemple, tu peux faire ta planche sur les genoux, après ça, tu peux la faire sur les pieds, après ça, tu peux la faire à une main, mettons. C'est différents volets, différents degrés de difficulté. Ben moi, je présente les 3 options, mais après, j'en choisis une. Ça se peut que moi-même, comme prof, je choisisse la plus facile, tu sais. Je m'assure que dans mon exemple, en tant que personne qui fait le cours aussi, je montre toujours, je respecte toujours mon corps et mes limites. Donc, il y a ça. Aussi, on essaie de travailler parfois à l'envers du miroir. Donc, oui, on est dans le miroir beaucoup pour repérer un peu puis suivre plus facilement, mais au fur et à mesure que les gens deviennent plus habitués, on les incite à travailler dos au miroir. Donc là, il n'y a pas vraiment d'autre option que de se fier à ce qu'on ressent. Les gens n'aiment pas trop ça, d'habitude, Okay. mais après une petite seconde, on se dégaine puis on se rend compte qu'on est capable de le faire sans le repère visuel, donc ça va. Et l'autre chose qu'on peut faire aussi pour essayer d'inciter les gens à moins se fier, ben, c'est juste de leur souligner constamment leur progrès. Moi, je leur fais faire, par exemple, un exercice qui s'appelle le pied à la main. Donc, grosso modo, tu tiens ton pied dans ta main, comme ça. Mais tu sais, quand on débute, on est tout rabougri, on tient notre pied très bas, on a l'air de rien un peu. Puis là, je les incite à ça. Tu sais, là, regarde de quoi tu as de l'air, là. Puis suis ton évolution là, chaque semaine. Puis là, un moment donné, ça allonge, ça redresse. Puis là, ça devient comme tellement tripant. On a énormément de clientes qui, le jour que ça déplie enfin, là, puis qui sont debout, grandes, fières, puis ça te déplie, là ils te regardent, sont là « Ah! » Puis c'est comme ce petit moment-là de compétition saine avec toi-même, tu sais, de dire ben, « Je suis partie de A, je me rends à B, c'est excitant, c'est ça qu'on veut. » Puis c'est sûr que si tu ne bouges pas puis tu es sur un plateau pour le reste de tes jours, c'est pas le fun. Fait il faut qu'il y ait quand même un certain dépassement de soi puis une certaine compétition avec soi-même, je dirais. Fait que ça, on l'encourage, puis on pousse nos filles aussi. Là, on est là pour les encourager à dépasser leurs limites. Mais c'est toujours fait dans une attitude de franche camaraderie puis avec bienveillance. Donc, les filles savent très bien aussi que, oui, je te dis « Hey, vas-y, lève ta jambe! » Mais tu sais, c'est ça. Là. Dans la vraie vie, si tu en as assez puis tu la déposes, t'es la bienvenue puis c'est parfait. Là. C'est vrai, hein, de trouver la balance entre le jeu puis la progression, parce que c'est vrai qu'il y a aussi un plaisir puis une fierté à s'améliorer dans la vie, tu sais, puis l'humain, il veut progresser. Fait que c'est comme tu dis, il faut se permettre d'être poche, mais il faut aussi y croire que c'est possible puis travailler pour l'améliorer un petit geste à la fois. Absolument. Parce que ça crée du momentum puis ça nous nourrit beaucoup de voir. Tu sais, j'ai l'impression, je ne sais pas si tu le vis comme ça, tu sais, des fois, ce qu'on réalise aussi, c'est que ce qu'on apprend dans des trucs aussi simples que faire un certain mouvement, que dans notre tête, c'est impossible qu'on le ferait. Comme moi, récemment, je suis capable de faire avant, je n'étais pas capable de faire un push-up, un vrai push-up de gars, là. Ouais. Là, je suis rendue à 3, puis mais dans ma tête, on dirait, je me disais, je suis pas capable. Tu sais, je serais jamais capable de faire un... Je me trouvais tellement poche. Puis là, fait que là, on dirait que ça débloque quelque chose dans l'esprit de « Hey,
mais je me suis dit ça sur telle autre chose que je suis pas capable. Comme là, faire un chin-up, moi, je suis pas capable. Mais j'avais encore le discours, tu seras jamais capable. Mais là, ça débloque quelque chose qui me dit, hey, non, si tu t'en fais un petit peu chaque jour, ça va s'améliorer. Je sais pas si tu observes ça chez Absolument. toi-même, tes clientes, tu sais. Mon Dieu, mais oui, c'est ça, c'est exactement ça. Moi, je crois pas, tu sais, le fait d'avoir une école de ballet ou un studio de ballet qui est inclusif, qui est bienveillant, décomplexé, ça veut pas dire qu'on n'essaie pas d'améliorer, tu sais, notre condition physique, nos compétences, notre élégance en ballet, tout ça. Vraiment pas, là. C'est ce que j'aime me dire, c'est que c'est du vrai ballet, là. C'est du ballet rigoureux quand même. Puis nos profs sont toutes diplômés, soit ils ont des bacs en danse, soit ils sont certifiés chez Cecchetti, dont je parlais tantôt, soit c'est des kinésiologues. Donc, c'est du sérieux, là, quand même. On n'est pas là pour faire des fausses stepettes puis se congratuler à l'infini, c'est pas ça. Mais, en fait, notre prétention, c'est de dire qu'il y a moyen d'arriver au même résultat euh, en le faisant dans une attitude positive, chaleureuse puis bienveillante que de le faire en se faisant crier dessus puis taper sur les doigts, tu sais. Donc, ça dépend vraiment des profs. Moi, je sais que je suis une prof qui peut être de style bootcamp, dans le sens que ça peut m'arriver de gueuler un peu puis de pousser les filles un peu à se dépasser. Puis je me fais dire que mes classes sont rough. Mais tu sais, c'est du tough love, là. C'est dit avec amour quand même. Puis ça prend ça aussi, parce que sinon, tu t'entraînes seul chez vous, là. Si tu as besoin de... Si tu vas dans un cours de groupe, c'est pour te faire encourager, te faire pousser, te faire challenger, puis te faire encourager aussi. Nous, on essaie d'avoir une juste dose d'amour, de bienveillance, puis d'encouragement. Fait que, tu sais, il y a du sourire, il y a du yes les girls, puis il y a du high five qui se distribue en masse. Puis on souligne les succès, puis quand il y en a une qui réussit, on la met sur le spot, puis c'est comme bravo ma chum, ça va bien ton affaire, tu sais, ça c'est sûr, c'est sûr. Mais par contre, c'est pas, on n'encourage pas les gens non plus à faire le minimum, là. On est là pour se dépasser. Puis le sport, ça fait mal. Moi, ce que j'aime bien dire aussi aux filles, c'est que oui, ça va brûler, oui, ça va chauffer. Puis le sport, ça fait mal. Mais si tu trouves que le sport fait mal, essaye le statisme, là, essaye de rester... L'inertie. Ouais, essaye la sédentarité, tu vas voir si ça fait moins mal. Alors, non, il y a des bienfaits à faire du sport, on le sait, là, donc par rapport au sédentarisme. Alors, c'est sûr que oui, ça fait mal, mais c'est pour ton bien, tu sais. Fait que, c'est ça, on essaie d'avoir un juste équilibre. Puis en même temps, ça va varier d'une journée à l'autre, tu sais. Il y a des journées où t'es juste pas dedans, ça marche juste pas, t'es découragé, puis t'as pas le goût de te forcer. Mais juste de t'être rendu sur place, puis d'être dans le cours, c'est déjà un accomplissement en soi. Fait que quand c'est ça la journée, là, bravo ma chum, t'es là, c'est parfait. Mais il y a des journées pour aller plus loin aussi. Donc, c'est le juste équilibre de tout ça. Je pense qu'on vit dans l'illusion qu'avec l'activité physique, il faut que ce soit intense tout le temps. Puis que, comment dire, moi, il y a quelque chose qui a flippé dans mon esprit, c'est que j'ai réalisé que les petits gestes répétés, c'est ça qui crée comme quand tu repousses tes limites un petit peu chaque jour, puis la constance de suivre une certaine routine, puis de respecter ses engagements, de dire cette semaine, je vais aller dans le cours, aujourd'hui, je vais aller au gym, de respecter ça, c'est ça qui a de la valeur. Même si tu y vas 15 minutes, puis même si tu fais tout à moitié, c'est la clé de l'entraînement, c'est la constance. Il y a rien de pire que de s'arrêter complètement. Ça va être épouvantable à reprendre, puis les bienfaits sont longs à gagner puis rapides à perdre. Donc, vraiment, la constance, c'est la clé en entraînement. Puis en ballet, une chose qu'on répète aussi aux clientes beaucoup, bien, qu'on se répète à nous-mêmes également, là, mais qu'on dit beaucoup, c'est t'es pas supposé de pratiquer le mouvement jusqu'à temps que tu l'aies. Tu es supposé de pratiquer le mouvement jusqu'à temps que tu l'aies, puis après ça, de pratiquer le mouvement jusqu'à temps que ce soit impossible à rater. Fait que quand tu as réussi le mouvement une fois, tu as la moitié de la job de fait. Le ballet, c'est une job de répétition, mais tout, en fait, là, je pense beaucoup de sport, là, c'est de répéter, 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 pratiquer, pratiquer, pratiquer. Puis souvent, on est dans une société où les gens vont avoir tendance à s'attendre à des résultats immédiatement, tu sais. Le ballet, c'est une pratique qui n'est pas très naturelle pour le corps dans beaucoup d'aspects. Tu sais, par exemple, on est en dehors, donc on a les pieds qui ouvrent sur le côté au lieu d'être par en avant. Déjà, juste ça faut entraîner le corps à être capable de faire ça sans se blesser, tu sais. Donc, juste ça ne sera pas réussi la première semaine, sûrement pas le premier mois, puis peut-être même pas la première année, tu sais. Donc, il y a une persévérance qui est nécessaire pour pouvoir poursuivre. C'est pour ça que nous, on mise beaucoup sur l'aspect social, puis l'amitié, puis le côté ligue de garage pour que les gens persévèrent puis reviennent. Parce que c'est vrai que c'est décourageant, là, ça prend du temps avant d'être un petit peu plus capable là, ou de sentir qu'on réussit davantage.
Donc, c'est ça, c'est d'être capable d'enseigner la patience aussi, puis de célébrer les petits progrès. Ouais. Ah, c'est fondamental. Puis je pense que comme tout le monde, là, avant, je vivais dans cette vision-là que l'activité physique, c'était des résolutions de début d'année, puis que t'es comme, c'est la motivation qui te pousse, que c'est de dire, là, tu remplis ta tank à gaz de motivation, là, puis là, ça, on dirait que tu donnes des gros efforts, puis là, après, ça crash un petit peu, parce que là, on vit aussi dans l'illusion que les résultats vont être rapides. Tu sais, comme tu dis, on regarde des vidéos de fitness de personnes qui nous montrent des exercices pour devenir fit, mais elle est déjà fit. C'est ça. Si elle a un six-pack, là, c'est parce qu'elle fait ça tous les jours, la fille. C'est sa job dans la vie, d'être fit, tu sais. C'est une profession. Exact. Puis même Exactement. quelqu'un qui est assez athlétique puis discipliné va peut-être pas arriver à un niveau de six-pack comme ça si tu le fais pas tous les jours. Puis de remettre en perspective. Cette personne-là, elle a probablement une diète adaptée à son mode de vie, probablement qu'elle a un régime là, spécialisé pour convenir à ses besoins nutritionnels. Cette personne-là, consacre un temps que les gens en général n'ont pas parce qu'ils ont un job, mettons, qui n'est pas de s'entraîner. Cette personne-là a probablement une génétique aussi. On a tout un bagage différent qui fait partie de notre corps. Puis moi, par exemple, je sais qu'il y a des choses sur mon corps que après quelques séances d'entraînement, ça va paraître, là, ça se muscle bien, mettons. D'autres, il n'y a rien à faire. C'est comme ça, puis ça ne bougera pas. Comme, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fait que c'est pour ça que quand tu te fies beaucoup à l'apparence pour savoir si ça va bien ton entraînement, ben, c'est extrêmement trompeur, parce que, bon, d'abord, on sait qu'une personne qui est très fit et mince et tout ça n'est pas nécessairement en bonne santé. Ça veut rien dire. Et en plus, si tu te fies à un modèle qui n'est pas ton propre corps, c'est impossible. Ça sera pas, vous n'avez pas les mêmes composantes, que ce soit au niveau carrément anatomique. Par exemple, la souplesse. C'est vraiment quelque chose que les gens recherchent puis qui veulent améliorer en venant chez nous. C'est comme, je veux vraiment avoir mes splits ou m'améliorer en souplesse. Mais la souplesse, tout le monde est capable de s'améliorer, quand même pas mal, je dirais. Donc, il y a de la motivation à avoir, là, tu vas voir des résultats. Mais, est-ce que tu vas faire la split? Je ne peux pas te le dire. Il y en a que oui, il y en a qui ça va aller super vite parce que c'est juste qu'il n'était pas souple parce qu'il n'avait pas jamais exploré cet aspect-là, mais dès qu'il le découvre, là, bam, ça part. D'autres personnes vont travailler avec acharnement, peut-être pas de la bonne façon ou peut-être de la bonne façon, puis dans les deux cas, pas plus de résultats. Ça dépend tellement, c'est dur à prévoir. Puis au niveau des splits, entre autres, parce que c'est beaucoup ça qu'on se fait demander, la split latérale, qui est une en avant, une en arrière, ça, a priori, tout le monde peut, à moins d'avoir une pathologie là, ou quelque chose de particulier à ton corps, mais en général, la plupart des gens peuvent relativement se rendre pas loin de l'avoir. Par contre, celle-ci, la frontale, ça, c'est vraiment... Il y a des comment je pourrais dire ça? Des physionomies. Physionomie, exactement, c'est le mot que je cherchais. Des physionomies osseuses à la hanche qui peuvent t'empêcher de l'avoir. Par exemple, la mienne, je ne l'aurai jamais. Impossible. Là, si c'est comme ça c'est comme ça. Fait que mon acétabulum descend plus bas sur ma tête fémorale. Ça ne lèvera pas. C'est impossible, tu comprends? Fait que pourquoi se battre contre ton corps? Si tu te bats contre ton corps, tu vas perdre, je te le dis. Alors, à ce moment-là, c'est de trouver des façons de compenser autrement, de modifier le mouvement pour qu'il soit plus adapté à notre propre corps, à notre propre réalité. Puis c'est de peut-être se concentrer sur ce qui va bien, ce qui n'est pas du tout ce qu'on nous apprend en ballet traditionnel. En ballet traditionnel, c'est à ton corps à s'adapter au mouvement. Nous, on vise quand même à faire un vrai ballet, un ballet rigoureux, mais tout de même, on va adapter le mouvement à ton corps parce qu'on s'adresse à des gens dont le rêve n'est pas de faire carrière. C'est vraiment pour le plaisir. Donc, à ce moment-là, pourquoi se battre contre un truc qui ne fonctionne pas pour toi, mettons? C'est fou comment ça me fait réaliser que c'est des leçons de vie qui sont pertinentes dans tellement de sphères, puis de dire quand on adresse quelque chose de nouveau, on n'a aucune idée qu'est-ce qui est réaliste ou pas. Il faut comme le vivre pour le savoir. C'est ça. Puis d'ajuster nos attentes, puis ou juste aussi le flip, comme tu le disais, là, de switcher de ton regard qui pointe juste ce qui va mal versus de célébrer les petites choses. Puis des fois, il y a des grandes choses à célébrer aussi, mais on va croire quand même que c'est moins important. Le cerveau est ainsi fait que tu peux réussir 90% de l'exercice, mais le 10% que tu as raté, c'est juste à ça que tu vas penser. C'est que ça que tu vois dans le miroir, c'est « Ah, mon pied, il n'y a pas d'arche, là, c'est lettre. » Mais ta jambe est super longue, super tendue, ta hanche est égale, ton bord de bras est super beau, tu as une colonne qui est alignée de même.
tout ça, tu t'en fous, là. La seule chose qui te dérange, c'est le petit Ouais. qui fait pas ce qu'il veut. Donc, c'est une job de renoncement, je dirais, ou de juste être apaisé avec le fait qu'il y a des choses qu'on peut pas changer. Mhm. Mais de garder aussi quand même un certain niveau d'espoir, puis de se dire, il y a des choses que je peux faire, puis je peux m'améliorer si je mets les efforts qui sont requis. Donc, moi, je suis une grande fan de ça. Je suis la génération Disney, hein? Alors, dans ma tête, là, tout est toujours possible du moment qu'on y croit. Alors, pour moi, c'est vraiment très dur de faire des deuils, comme par exemple ma split de face, où, tu sais, j'aurais peut-être aimé faire carrière, quoi que ce soit, mais tu sais, à un moment donné, il y a la réalité de la vie aussi qui fait, ben, tu n'avais pas la détermination nécessaire, tu n'as pas le corps que ça prend pour faire, par exemple, du ballet classique de façon professionnelle. Mais donc, c'est pour ça que je suis si fière d'avoir retourné cette passion-là vers quelque chose qui était plus en concordance avec mes valeurs, avec ma personnalité aussi. Je suis quelqu'un qui a besoin de toucher à tout dans la vie puis d'essayer plein de choses. Donc, c'est sûr que de me concentrer à faire une carrière de danseuse qui est très, très pointue, très précise, qui est la même chose tout le temps un peu, si tu veux, ça, pour moi, ça n'aurait pas fonctionné. Alors que là, comme entrepreneur, ben, je touche à tout. Je fais, tu sais, je travaille avec les gens, je fais de la compta, de la finance, on en a parlé tantôt, un peu de tout. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus adapté puis ça me rend bien plus heureuse probablement que si j'avais fait une carrière pour laquelle je n'étais pas nécessairement faite, tu sais, et physiquement et dans ma personnalité. Mhm. La Camille qui a démarré le commerce, c'est en 2016, tu disais que tu as ouvert? Ouais. La Camille de 2020, est-ce que y a-t-il un changement que tu observes en toi? Comme ça a été quoi ton évolution à travers les années? Je dirais que j'apprends énormément, évidemment, à chaque jour qui passe dans cette entreprise parce que tout ce que je fais est nouveau, là, encore. Après 4 ans, il y a encore tellement de Ouais. choses que je fais que j'ai jamais faites avant. Je dirais que entre moi à 26 ans puis moi à 30 ans bientôt, c'est quand même... je m'en allais dire que j'étais peut-être plus nerveuse qu'avant, mais ça dépend des choses, en fait. J'ai plus à perdre aujourd'hui que j'avais quand j'ai commencé. Fait que c'est sûr que là, je m'engage un petit peu moins vite et sans réflexion dans des projets. Avant, j'étais comme «Ah mon Dieu, on fait ça, puis let's go, puis c'est parti», puis je réfléchirai en cours de route. T'sais. Là, je suis peut-être un petit peu plus posée, je prends peut-être un peu plus mon temps parce que j'ai cet acquis-là, j'ai ces studios-là, ces clientes-là que je ne veux pas laisser tomber puis je ne veux pas qu'il leur arrive rien. Donc, forcément, j'ai besoin de peut-être me poser un peu plus. Euh, Par contre, je me rappelle très bien d'avoir perdu tellement de temps et d'énergie à faire de l'anxiété sur des détails dans mes débuts qu'aujourd'hui, je me dis « Oh mon Dieu, tu sais, on s'en fout. Là. » Comme, oublie ça, Camille, c'est pas grave. Tu sais, la professeure qui avait donné un exercice de contemporain dans sa classe de ballet, pour moi, c'était la fin du monde. J'étais là, oh mon Dieu, mais on est des imposteurs, on n'est pas une école de contemporain. Oh mon Dieu. Fait que là, tu sais, j'avais appelé la prof pour lui dire, là, tu peux pas donner d'exercice de contempo dans ton cours, puis ça n'a pas d'allure. Puis grosse panique. Aujourd'hui, je pense à ça, puis je me dis, mais on s'en fout. Comme, est-ce que les clientes avaient du fun? Est-ce que tout le monde était en sécurité? C'est juste ça qui compte, là, tu sais. C'est une... En tout cas, ouais, je pense que je mettais peut-être beaucoup d'énergie puis de stress à des endroits qu'aujourd'hui, je réalise qu'on peut respirer puis c'est pas grave, là. Mais overall, je me sens quand même un petit peu plus posée aujourd'hui que je l'étais. Je prends peut-être un peu plus mon temps. C'est intéressant, c'est vraiment ça. Hein? C'est difficile quand on a... C'est ça l'entrepreneuriat, c'est... Il n'y a pas de règle toute notre vie. On a été formé à suivre une routine puis une structure. Comme tu dis, tu sais, ce que tu dis, décris du ballet, qu'on essaie d'amener le corps à rentrer dans un moule, mais c'est ça qu'on vit aussi à l'école, de dire il y a des exigences, puis tu es évalué sur le même plan que tout le monde avec un travail, quoi, tout ça. Tandis que l'entrepreneuriat, moi, j'étais bonne à l'école, j'étais studieuse, puis je voulais mon petit collant là, à la fin de la journée. Fait que l'entrepreneuriat, de faire ce switch-là, de dire, bien, premièrement, il n'y a pas de règle absolue. Là, je veux dire, il y a une éthique, il y a une morale, puis il y a des lois commerciales, mais à part de ça, il n'y a pas de... Personne ne t'a dit quoi faire. Personne ne te dit quoi faire. Personne, des fois, même peut te dire quoi faire parce que ta réalité, si elle est réellement innovante et nouvelle, il ne sait pas plus que toi, tu sais. Puis tant qu'on le fait pas, on le sait pas. C'est vraiment ça, l'inconnu. Puis fait que c'est dur de mettre en perspective qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui est... C'est tellement dur. Ouais. C'est dur parce que tu te sens quand même seule, je dirais, face à l'adversité. Tu sais, premièrement, quand il y a un problème, ben il y a juste toi qui peux... Fait que c'est à toi de, d'aller au bat, là, puis de dire, bon, ben OK, on va régler ça de même. J'espère que c'est la bonne solution. Personne ne peut me confirmer si c'est un bon choix ou pas. Puis aussi dans les succès, tu sais, on dirait que ben, quand tu as un succès, c'est vraiment le fun. Puis toute l'équipe, on est ensemble, puis on célèbre ensemble aussi.
Mais ça reste que, tu sais, ouais, c'est particulier quand même. Tu as peut-être un peu moins d'entourage. C'est une job assez solitaire, je dirais, d'être entrepreneur. Et souvent, tu sais, la première arrivée, la dernière partie, la dernière payée, tu sais, puis moi, j'ai tendance à trouver que je veux juste remercier, puis féliciter, puis mettre de l'avant mes profs, puis mes membres de mon équipe, puis tout ça. Fait que puis ils sont vraiment extraordinaires aussi, là. J'arriverai jamais à faire quoi que ce soit sans cette gang-là. Mais des fois, c'est dur parce que le métier en arrière est moins reconnu au niveau de l'entrepreneuriat, tu sais. On connaît peut-être moins. Fait que la prof de ballet, on va adorer cette prof, dire qu'elle est extraordinaire. Puis au niveau de... Fait que je me fais beaucoup féliciter comme prof, mais comme entrepreneur, j'ai le sentiment que les gens, des fois, savent pas c'est quoi la réalité de ça, c'est quoi les enjeux, tout ce qu'on risque comme entrepreneur aussi, tu sais, tout ce qu'on met en jeu là, pour pouvoir faire grandir l'économie d'ici puis rouler la société. Tu me fais réaliser que c'est un discours depuis quelques années. Tu sais, j'ai travaillé au centre d'entrepreneuriat de HEC ou pour l'entrepreneuriat pendant 3 ans, pendant que je finissais ma maîtrise. Puis c'était juste avant là, qu'il y ait cette explosion-là de l'écosystème entrepreneurial. Puis que même, tu sais, avec ce qui se passe à Silicon Valley aux États-Unis, je trouve que l'entrepreneur, c'est la nouvelle vedette. Tu sais, il y a des gens qui peuvent... C'est glamour, j'ai l'impression. Le style de vie d'entrepreneur est valorisé. Mais je pense Et que... pourtant... Ben, c'est ça qui est particulier, c'est que ça peut créer encore là cette distance-là entre l'image de quelque chose, tu sais, l'image d'un corps parfait versus l'image d'un style de vie cool où tu as de l'argent puis tu es ton propre patron. Mais tu sais, je réalise qu'être son propre patron, c'est énormément de responsabilités, en fait, parce que c'est en plus des responsabilités envers les autres. Puis je comprends aussi que pas le fardeau, mais il y a un poids associé à ça, qu'il y a des gens qui peuvent dépendre de toi. Puis c'est pas une réalité qu'on est nécessairement habitué quand, encore une fois, toute notre vie, on est dans un système qui nous forme pour être des employés, puis être des élèves. Absolument. Tu sais. Puis comment dire, encore là, cette distance-là entre l'image et la réalité. Puis je pense qu'il y a quelque chose d'enivrant en ce moment avec l'entrepreneuriat où il y a toutes sortes de concours. Tu sais, je suis quelques pages, puis ça bourdonne, il y a toujours plein d'affaires. Puis là, certaines journées, là, je suis comme 10 heures devant mon ordi à faire quelque chose de pas cute, là. Tu sais, c'est comme la modélisation financière où t'es comme... tu travailles sur des affaires que personne ne va voir, mais que tu te dis, est-ce que ça a de la valeur? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Exactement. Puis, oh mon Dieu, j'ai tellement à dire là-dessus. Tu sais, entrepreneur, là, là, il faut que tu mettes un titre là, quand tu enregistres ton entreprise, puis c'est généralement présidente. Fait que là, ça sonne très bien, c'est présidente. Oh mon Dieu. Moi, je l'assume pas pantoute, fait que c'est pour ça que j'ai mis Boss de Bécosse là, sur ma carte d'affaires. Mais tu sais, OK, ouais, présidente, Boss de Bécosse, entrepreneur. Ben, surtout, je te dirais, moi, il y a une grosse partie de ma job que c'est de laver des planchers de danse. Là. Tu sais, je lave les planchers de danse moi-même, je lave des miroirs moi-même. Je fais des commissions, je vais au Rona acheter ce qui manque, je déplace des barres de ballet de 10 pieds d'un studio à l'autre, je change des ampoules. Tu sais, il n'y a pas une affaire que je fais pas, là. Je fais des vitrines, je vais attendre en ligne au comptoir de la du quartier où je suis pour demander un permis, pour faire ci. Tu sais, c'est pas glamour, là. Je fais de la comptabilité, je scanne des factures, puis je check des feuilles de temps, puis c'est pas cool, là. Je comprends ce que tu veux dire, puis je pense qu'on est dans une phase où, comme tout ce qui est nouveau, là, tu sais, dans une phase où... Mais c'est aussi ce qu'on appelle le honeymoon phase de tout projet où il y a un cycle émotif à tout ce qu'on fait qui est nouveau. Le début, souvent, c'est comme l'enthousiasme, tout est possible. Tu sais, on voit le futur, puis là, on est super enthousiaste, puis là, on commence à progresser, puis là, le carburant, c'est plus la motivation, là, parce que là, on a des embûches, puis là, on a une vision plus réaliste. Puis là, je ne sais pas si tu as entendu parler du concept de messy middle. C'est un des fondateurs d'Adobe qui parle de ça. Il dit, on parle justement jamais de ça en entrepreneuriat, puis je trouve que ça s'applique dans n'importe quoi qu'on veut apprendre dans la vie. La phase du milieu, là, où tu es complètement perdu, tu sais pas ce que tu sais pas. Tu sais, lui, non, c'est pas Adobe, c'est Behance qui fondait, puis il disait, à un moment donné, on savait pas ce qu'on faisait. Là. Fait que le talk que j'ai écouté de lui de 1 heure, là, c'est qu'il retournait sur son sel, là, puis il réétudiait la période de sa vie où, tu sais, il montrait un peu qu'il faisait n'importe quoi. Il tournait en rond, ils ont fait des tests. Puis il dit, ce qu'on voit dans les histoires entrepreneuriales, c'est le début, quand tout est possible, puis tu vis sur la promesse d'un rêve, puis la fin où tu as réussi, on l'espère, tu sais. Absolument. Mais le plus gros parti, c'est le milieu, tu sais. Où il se passe rien, puis c'est plate, puis tu fais des erreurs, puis c'est exactement ça. Moi, je me fais tout le temps demander, là, c'était quoi tes plus gros défis pour fonder Ballet Up?
Je fondais Ballet Up, c'était la partie facile, les chums, là. Il y avait rien. Mm. Fonder une entreprise, là, c'est très facile. Tu as juste à ouvrir Google, encore une fois, tu vas tomber sur une plénitude d'articles qui vont te dire en 10 étapes comment fonder ton entreprise. Là, premièrement, tu trouves un nom, une mission, des valeurs. Bon, parfait. Après ça, tu enregistres ta marque. Tu décides si tu veux être incorporé. Ah bon, tu sais, c'est assez simple. Là. Puis là, tu vas demander des permis. Tu trouves un local, tu signes un bail. Tout ça, c'est un chemin assez tracé, assez clair. Mais c'est le après. C'est comme, une fois que tout ça est là, puis que les cours commencent, puis tu as fait ta première batch de marketing, puis tout marche, là, Mhm. now what, là, c'est là que c'est plus clair. C'est là que ta croissance n'est pas en ligne droite. Elle a un éventail de possibilités, puis là, il faut que tu choisisses la bonne. Puis des fois, tu vas prendre une branche, puis tu vas dire, « Eh, bon Dieu, c'est voué à l'échec. Je change, je change. » Moi, j'ai perdu un temps fou. Ben, perdu, mais ça me donne l'impression d'avoir perdu un temps fou à changer d'avis, puis à Mm. partir d'un bord, puis à faire, ah, finalement, c'est pas une bonne idée, mais aller vers ça. Ah non, je vais aller vers ça. Trouver son chemin de croissance, à date, c'est le plus gros défi que j'ai relevé en entrepreneuriat, puis je ne l'ai pas relevé encore. Je suis en train de le faire encore une fois. Je suis encore en mode exploratoire et tout ça, mais ça, c'est ce qui est le plus challengeant. C'est pas motivant quand, tu sais, moi, je peux travailler très fort dans la vie quand je sais quoi faire. J'ai pas de problème à mettre les heures et les efforts, mais il faut que j'ai comme un enlignement. Quand j'en ai pas, puis que je suis juste perdue, puis que je cherche à gauche, à droite, quelle est la bonne stratégie, c'est difficile de s'engager à 100% dans une voie que tu n'es pas sûr si c'est la bonne. Mhm. Surtout quand tu en as testé quelques-unes avant puis qui n'ont pas fonctionné comme tu voulais. C'est par exemple, là, je te donne un exemple concret. Là, nous, on veut absolument avoir un programme de danse-études. Là, on se dit, ah, là, ce serait vraiment la solution géniale pour que les jeunes viennent danser chez nous durant les heures où nous, on est un peu moins occupés dans la journée. Tu sais. On pourrait recevoir un groupe de jeunes, puis vraiment, ce serait pour nous la consécration parce que ce serait vraiment de prouver notre théorie selon laquelle tu peux arriver à d'excellents résultats en ballet classique, mais avec une méthode plus bienveillante. Donc, prouvons-le, faisons un programme de danse-études, puis nos jeunes vont aller loin, puis ils vont se qualifier, puis ils vont faire de la compétition, puis c'est puis ça. Ben, il s'avère qu'ouvrir un programme de concentration en danse ou de danse-études, c'est vraiment très difficile et très compliqué. N'est pas danse-études qui le souhaite. D'ailleurs, ça n'existe pas, danse-études. C'est considéré comme ne pas être un sport, la danse, donc on ne peut pas être danse-études. Ça n'existe pas. C'est des programmes de concentration artistique en danse que tu peux avoir. OK. Puis là, c'est de mais on a passé, je pense, 1 an à travailler là-dessus, tu sais, quasiment temps plein, là, pour finalement que c'est même pas certain que ça va se réaliser encore à ce jour. Tu sais, c'est vraiment difficile, là, c'est vraiment difficile. Mhm. C'est vraiment pas fait encore. Fait que, tu sais, là, tu te dis, mon Dieu, mais j'ai passé 1 an de ma vie à travailler sur ce projet-là. C'était probablement juste pas le bon chemin de croissance pour mon entreprise. Tu sais, il aurait peut-être fallu que j'abandonne après 2 mois. Mais ça, tu le sais après. Pendant que tu es en Mhm. train de le faire, tu te dis toujours, ben, la prochaine école que j'appelle, ça va être la bonne. Tu sais, fait que je Mhm. vais pas arrêter, là, je vais persévérer, puis je vais continuer. Puis après coup, tu fais, ouais, 1 an de travail pour que finalement, le résultat n'est pas encore... Mais peut-être qu'il va arriver demain, fait que je continue. Exactement, tu sais, puis c'est ça qui est fascinant, c'est que ce messy middle-là, ce qui est terrorisant, c'est que tu sais pas si c'est juste un obstacle que tu dois surpasser ou si c'est juste, puis C'est un parce qu'il y a crédit, quelque chose d'autre ouais, après, ou si c'est parce que tu t'entêtes dans une avenue qui est vouée à l'échec, puis personne d'autre, objectivement, exactement pourrait ça. le faire. Mais c'est drôle, hein? Je vais t'admettre que de l'extérieur, là, moi, j'avais l'impression, j'étais là, oh wow, Ballet Up, leur branding est tellement tête, la boutique est belle, les valeurs sont super claires, le site est beau, elles sont en ligne, j'y crois vraiment que ça va marcher un catalogue, tu sais, fait que la progression me semblait effectivement très linéaire. J'étais comme, aïe, tu sais, elle a tellement ses shit together. Puis La ça montre, magie des médias sociaux. mais ça montre en fait que c'est, comment dire, tout le monde est face à ça, on est toujours confronté à faire, surtout dans l'inconnu, puis toi, tu montres que tu as une drive de te développer constamment, fait on va tout le temps être face à l'inconnu et à l'adversité, puis... Mais c'est ça la job d'entrepreneur. C'est que, à moins que ce soit ta 14e business, mais encore là, j'ai l'impression que même ta 14e business Non, va être c'est ça. différente de la première. Fait que, il y a des choses que je sais maintenant, là, puis que tu sais, je referais différemment ou que je referais plus là, dans le futur parce que je sais comment je sais comment ça marche. Là. Mais oui, la croissance, pour moi, c'est pas mal plus un défi que le démarrage. Là. Puis le démarrage, en plus, tu as énormément d'aide. Là. Tu sais, il y a beaucoup de fondations, de regroupements, de réseaux tu sais, qui Mhm. sont dévoués à faire démarrer des entreprises. En croissance, c'est plus dur, puis de trouver du support. Puis je me rends compte que c'est parce que les gens ne savent pas. Je pense qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui est dans le milieu, comme tu dis. Personne est dans sa réalité, personne ne connaît ses chiffres
au fond de leur, tu sais, comme le fond de leur poche. Personne ne peut prédire si ça va bien aller ou pas, telle ou telle avenue de croissance. Donc, pour moi, c'est peut-être plus facile d'aider des jeunes à démarrer ou des gens à démarrer une business parce que ça, c'est assez linéaire puis on sait comment ça marche, qu'à l'entretenir, la faire grandir parce que ça, il y a de l'incertitude, tu sais, c'est plus difficile. Donc, moi, je trouve que tu es un peu plus laissé à toi-même dans ces situations-là. Puis, ouais, ça peut être extrêmement démotivant aussi pour une personne comme moi qui tripe sur être dans l'action puis le mouvement, puis je déteste faire deux fois la même chose. Fait que c'est sûr que le milieu, tu sais, moi, la montée de l'entreprise, j'ai trippé, mais là, la maintenir, c'est un peu moins ma passion, tu sais. J'ai hâte d'arriver à l'étape d'après, mais par quel chemin y arriver, tu sais, c'est plus dur. Fait que, tu sais, tant mieux si je peux avoir mis une petite couche de transparence sur le processus du messy middle, là, mais l'entrepreneuriat, c'est bien beau, c'est bien le fun, mais c'est très beau et très le fun, mais c'est pas le rêve qu'on pense que c'est. Là. On se fait dire « Ah, tu peux faire ton horaire, tu peux choisir tes heures. » Ouais, c'est sûr que quand t'en fais 70 par semaine, par contre, un moment donné, il y a des bonnes chances que ton horaire, ce soit de lundi au vendredi, même samedi, de 9h à 10h le soir. T'sais. Fait que je peux faire mon horaire, mais je travaille tout le temps. Fait que qu'est-ce que ça donne, tu sais? Ouais. Puis je peux choisir mon salaire comme je veux, mais il passe après celui des autres. Fait que c'est sûr que je vais m'assurer de payer tout mon staff avant de me payer moi-même. Fait que, tu sais, au niveau des conditions, non, c'est pas rose comme on pense que ça l'est, mais je pense qu'on fait ce métier-là par espoir ou par rêve de ce que ça peut devenir éventuellement, tu sais. Puis il y a énormément d'avantages à le faire aussi. Là. On dirait que je montre plus les côtés plus difficiles. Là. J'adore ce métier-là, puis je ne l'échangerais pas pour un autre. Mais on a tendance à le rendre très glamour, comme tu dis, sur les médias sociaux. Puis c'est pas nécessairement toujours le cas. Là. Mais je pense que ça... En fait, la discussion doit émerger parce qu'on est à un temps aussi, c'est ça, où il y a une rehausse. Là. Je trouve ça beau là, avec la crise de la sensibilité au commerce local. Puis je pense que c'est important de dire ce que tu dis, justement, qu'il faut le valoriser puis il faut le mettre en lumière, puis de voir ce qui se passe derrière la vitrine. Ouais. Je pense que ça va faire que les gens vont encore plus voir la valeur puis l'apprécier. Puis c'est sûr que c'est dur de le comprendre quand tu n'es pas toi-même entrepreneur. Puis je pense qu'il y a un fardeau psychologique à l'entrepreneuriat qui est pas toujours discuté. On ne peut pas le comprendre tant qu'on ne le vit pas, mais l'anxiété comme existentielle de ne pas savoir où tu t'en vas puis d'être capable d'expliquer clairement ce que tu fais, c'est comme vraiment particulier dans la vie parce que surtout quand les implications, c'est la job des autres ou comme... Et ta propre survie, là, tu sais, dans le sens comme quelqu'un fait une erreur à sa job, pire des cas, il perd sa job. Moi, si je fais une erreur puis que ça met mon entreprise en péril puis que mon entreprise, finalement, s'en relève pas, ben, dans mon cas, à moi, mettons, c'est 10 travailleurs autonomes puis 7 employés qui perdent leur job. Fait que c'est 17 personnes, mettons. Plus moi, je peux non seulement... Tu sais, en tout cas, je sais pas comment dire ça, mais parfois, j'entends d'autres gens qui vivent des situations stressantes à la job, mais je sais pas si ces gens-là vivent avec l'épée de Damoclès au-dessus de la tête de « je pourrais perdre ma job à chaque seconde ». Et en fait, c'est pas juste de perdre la job, c'est de détruire l'entreprise puis que ce soit de ma faute. Tu sais, c'est une méchante responsabilité. Puis cette responsabilité-là, ce stress-là, ben malheureusement, en messy middle ou en démarrage, il n'est pas compensé par des avantages tellement intéressants au niveau des avantages sociaux. Là. Encore une fois, là, la plupart des entrepreneurs ne sont pas payés avant les 3 premières années peut-être. Moi, j'ai eu la chance que ça n'a pas été mon cas, mais je suis toujours la première à prendre la porte si jamais il y a une... Comme là, par exemple, le COVID, là, s'il y a un salaire à couper, ça va être le mien, c'est sûr. Là. On n'a pas accès à de l'assurance, on n'a pas de congés fériés ou de vacances payées ou de rien de ça. C'est des conditions qui sont très, très arides et difficiles pour un métier qui, en plus, est extrêmement risqué et qui met beaucoup de pression. Fait que, tu sais, je dirais... Puis, tu sais, ça vient avec son lot. Une autre affaire encore, on dirait que je suis bien négative aujourd'hui. Je ventile là-dessus. Mais tu sais, quand tu achètes d'acheter une maison, par exemple, si tu es un employeur puis tu es employé, tu as certaines conditions pour obtenir une hypothèque à la banque. Si tu es travailleur autonome, il faut doubler ces conditions-là. Fait qu'il faut il faut qu'il voit mon revenu des 4 dernières années. Je pense j'ai fallu que je me fasse endosser par mon père pour acheter une maison alors que je fais le même salaire que mon conjoint. Mais lui, c'est correct parce que c'est un employé. Tu sais, tu comprends? Fait qu'il y a quand même une pression plus difficile à ça. Alors, je trouve qu'on devrait, comme société, vraiment être derrière nos entrepreneurs, les encourager, faire tout ce qu'on peut pour dépenser chez eux. Comme beaucoup de gens disent, dépenser à la maison, c'est un investissement, alors que dépenser à l'extérieur, c'est une dépense.
Fait qu'acheter local, on peut pas en parler plus, là, on peut pas mettre ça plus de l'avant. C'est juste dommage que ça a pris une crise comme celle-ci pour que ça explose autant sur les médias sociaux, mais moi, j'ai des amis qui m'ont dit « Ah là, depuis la crise, là, je me force, je n'achète que québécois. » Puis j'avais le goût de dire « Mais t'avais pas le goût de faire ça avant? » Dans le sens, c'est ça, là, la réalité des entrepreneurs, c'est toujours la même. Là. Mais il y a une courbe, hein, tu sais, la courbe, c'est quoi le nom? La courbe de Rogers, là, que, tu sais, des early adopters jusqu'aux late adopters. Ouais. C'était des hardcore fans qui vont t'avoir trouvé avant, à tes débuts, puis ils te cherchaient, là, puis ils te sautent dessus. Puis là, tu as les gens à la fin qu'il va falloir que la société au complet ait adopté quelque chose avant qu'ils soient convaincus que ça peut valoir la peine. C'est ça. Ouais, mais la crise, en ce moment, je pense que c'est ça. Il y avait une trame de fond, puis ça se parlait de plus en plus, puis c'est vraiment comme un rumble. J'ai tellement de mots anglais en ce moment. Mais c'est correct. Bon, un effet boule de neige. Puis là, effectivement, ça a explosé, puis ça a accéléré des affaires. Mais c'est beau de voir qu'au niveau social et individuel, on vit quelque chose de similaire. Puis là, oui. Fait que je suis curieuse de voir de ton côté pour finir sur une note remplie d'espoir. Mais la vie à la maison, maintenant que même toi, là, ça t'a pris ça pour freiner. Moi puis Vienne, ça n'est passé, on a fait une mononucléose. C'est pas cool, c'est vraiment, vraiment pas cool. Puis ça a réellement pris 6 mois avant que je commence à avoir un niveau d'énergie quand même normal. Mais après coup, je réalise que ça a pris ça pour que je ralentisse. Tu sais, c'est la vie. Moi, je l'interprète comme la vie voulait me dire, Marc-Claude, là, tu t'assis sur tes fesses, là, puis tu te reposes, puis tu prends du recul, puis tu observes, puis tu choisis différemment. Tu sais? Fait que, comment dire, c'est comme tu en parlais tantôt, d'être à la maison, ça te fait réaliser, il y a des choses que tu ferais peut-être différemment. Comment est-ce que concrètement, tu t'imagines comme restructurer ton style de vie pour pouvoir justement éviter que l'entreprise prenne finalement toutes les plages horaires? C'est une question difficile. Je dirais, moi, mon objectif pour la prochaine année là, en tant qu'entrepreneur, c'est d'essayer de me retirer des opérations un petit peu. On commence ça pas mal toute seule dans notre bateau, là, cette entreprise-là. Généralement, on donne tous les cours nous-mêmes ou on fait toutes les heures nous-mêmes. Là, plus ça va, plus on peut déléguer. Là, je suis au stade où tout le monde est en place. Mon équipe sont super, sont autonomes, sont parfaites. Ils n'ont pas besoin de moi. Mais on dirait que je tarde à me retirer. Fait que je pense qu'il y a un petit côté de moi qui a de la misère à sentir que je délègue plusieurs des aspects de ma job. Fait que là, c'est un bon moment pour moi de justement réaliser qu'il y a des trucs que je peux très bien déléguer. J'ai pas besoin d'être là au studio, là, mettons, en personne pour telle à telle heure, c'est pas grave. Fait que je pense que si j'arrive à prendre ce pas de recul-là puis d'être un petit peu moins impliquée dans le day-to-day, ça va me permettre de faire ma job, qui est de réfléchir l'entreprise, qui est de l'analyser, qui est de... Tu sais, l'exemple le plus criant, je trouve, c'est de faire des publicités sur Facebook, puis d'investir de l'argent puis du temps pour que ce soit belle puis que ça marche bien. Puis après ça, tu as toutes les statistiques, mais tu prends jamais le temps d'analyser les statistiques, tu sais, par exemple. Alors moi, ma job, ça devrait être d'être la personne, non pas qui répond aux commentaires sur les publications Facebook, parce que j'ai une équipe qui connaît les réponses aux questions. Là. Ils n'ont pas besoin de moi pour dire à quelle heure ça ouvre le studio, puis c'est quoi la définition du cours sans chichi. Là. Mes filles sont top, là. Ils n'ont pas besoin de moi. Fait qu'elles peuvent faire ça, puis moi, je pourrais ouvrir la page d'analyse puis essayer de comprendre qu'est-ce que j'ai fait de pas correct avec ce pub-là, tu sais. Donc, pour moi, c'est vraiment difficile de se retirer un petit peu du day-to-day puis des opérations parce qu'évidemment, tu as le goût d'être avec ton équipe, tu as le goût d'être avec tes clients, puis tout ça, c'est cool, mais c'est que le restant de ta job se fait pas pendant ce temps-là. Donc là, mon but, ça va être, après la crise, d'être au studio pour donner mes cours, que je vais me garder à l'horaire, c'est sûr, parce que ça me drive puis j'adore ça. Mais de peut-être prendre le pas de recul qu'il faut pour que les gens qui sont en place, qui sont compétents, puissent faire leur job en paix sans moi. Puis que moi, de mon côté, je puisse faire la mienne, que ça fait plusieurs mois que je devrais faire déjà. Voilà. Donc, tout ce qui est sexy comme la finance. Puis voilà. Alors, ça va être ça mon défi, je pense. Puis ça va devenir aussi un petit peu plus équilibré au niveau des heures, tu sais. Fait que c'est sûr que quand tu donnes beaucoup de cours, puis tu fais l'accueil, puis tu es là sur place, puis qu'en même temps, tu as toute cette job-là qui t'attend le soir à la maison, ben forcément que c'est très prenant ou culpabilisant parce que tu fais tout à moitié. Mon target, c'est de faire ma job à 100%, pas à 200%, juste à 100%.
puis de laisser chacune jouer son rôle dans l'entreprise parce qu'ils sont toutes vraiment exceptionnelles, puis je suis chanceuse de les avoir. Fait que autant en profiter. Oui, c'est bon. Puis il y a le nouveau chapitre avec le catalogue en ligne que c'est Ouais, un les petit classes en ligne, ça, c'est vraiment le fun aussi. Puis ça, c'est le genre de choses que pour le moment, je découvre puis j'explore. Fait que pour le moment, ça me stimule à fond. Puis j'adore ça, apprendre à faire de la vidéo, puis le montage, puis tout ça. C'est sûr qu'à un moment donné, quand je vais avoir probablement rodé un peu le truc, là, je vais avoir envie de passer à autre chose. Fait que je pourrais le confier à quelqu'un qui est peut-être plus spécialisé, là, ou dont c'est le métier, tu sais. Mais bien, moi, ce que j'aime, c'est découvrir. Fait que là, dans le moment, je tripe. Pendant que je fais ça, c'est parfait parce que j'ai une équipe qui peut s'occuper de d'autres trucs, puis on travaille on met toute la main à la pâte, là. Fait que les cours en ligne, c'est comme mon nouveau petit sous-projet, mais après ça, je serai prête à migrer vers un autre projet, puis voilà, fait que c'est ça. Oui, c'est bon, c'est ça. La vie a enlevé toutes les autres possibilités. Ben Comme oui, ça, ça c'est à t'amène 100% là-dessus. ouais, c'est ça. Ouais. Puis profiter de l'existence aussi. On n'aura pas l'âge qu'on a toute notre vie. Puis c'est le fun de sentir que tu ne regardes pas les 10 dernières années derrière toi en disant mais je n'ai que travaillé. Tu sais, les relations humaines, la famille, les loisirs que tu as en dehors, s'occuper de son animal de compagnie. C'est toutes des choses qui sont des bonheurs simples de la vie. Puis je pense qu'on mérite, nous aussi, de les vivre, même entrepreneurs. Donc c'est cool de oui, je veux pousser l'entreprise, je veux qu'elle aille le plus loin possible, puis j'ai des rêves pour elle. Mais depuis la crise, j'ai aussi des rêves pour moi. Fait que c'est le fun. C'est Voilà. beau, ça. Fait que Ah! quelqu'un qui écoute et qui veut commencer à vous suivre, donc commencer le ballet dans son salon, si je comprends bien, là, à la maison, ouvrir son ordi ou sa tablette, peuvent aller sur une plateforme. Est-ce qu'il y a de l'équipement supplémentaire qu'il faut se planifier Alors, pour commencer? pas pantoute. Là, si tu veux commencer du ballet dans ton salon, c'est vraiment le bon moment. T'es là, bienvenue. Et le bienvenue aussi. Puis tes enfants, puis ton chien, tout le monde est le bienvenu. Fait que là, c'est très simple. Tu te rends sur balléup.com, puis là, tu vas trouver notre petit onglet classe en ligne sur lequel tu peux faire ton inscription. C'est comme une plateforme comme toutes les autres, là, comme un Netflix. Là, fait que c'est un abonnement mensuel, par exemple, qui passe automatiquement sur ta carte de crédit, tout comme Netflix ou n'importe quel autre abonnement. On peut se désabonner en tout temps, il n'y a pas de pression, pas de stress. Et une fois qu'on est abonné, on a accès à toute la série de classes qu'on offre. Là, pour l'instant, il y en a 26, je pense, différentes en ligne. Ils ont des durées de 5 minutes pour les petites capsules techniques jusqu'à 50 minutes pour les classes complètes. Donc, tu peux vraiment trouver un peu de tout pour tous les niveaux aussi. Je dirais, comme j'ai mentionné plus tôt, notre spécialité, c'est quand même l'adulte débutant. Donc, on a plus de classes d'adultes débutants que d'autres choses. Mais on a beaucoup de classes pour tous les niveaux. Donc, par exemple, la classe de stretch, exemple, c'est parfait pour toi si tu n'en as jamais fait, puis c'est parfait pour toi si tu es full split, la tête à l'envers sur le mur. Alors, il n'y a aucun problème. On a aussi du ballet intermédiaire, donc des niveaux d'intermédiaire qui sont disponibles aussi pour les enfants, donc à partir de 3 ans jusqu'à 12. Puis après 12, ils peuvent faire des cours d'adultes, fait qu'il n'y a pas de problème. Fait que voilà, ça devrait se trouver assez facilement, j'espère, si j'ai bien fait ma job. Oui. Ben, comme tu dis, on est tout le monde dans une nouvelle réalité. Fait qu'on est, je pense qu'on est plus indulgents, là. Ben, c'est ça. Puis on apprend toute la gang ensemble. Là. On prend aussi les suggestions. Là. Plein de clientes en ce moment nous suggèrent des idées de cours qu'ils aimeraient retrouver sur la plateforme. Fait que on est évidemment super à l'écoute de ça. Puis on prévoit déjà notre prochaine séance de tournage pour ajouter des nouvelles classes. Fait que suivez-nous, on va continuer de semaine en semaine et de mois en mois à rajouter des nouvelles classes, des nouveaux contenus pour que cette plateforme-là soit aussi riche et complète que possible. Mais merci vraiment pour ta présence. Je pense que ta transparence va toucher beaucoup de personnes, là. Tu sais, Ouais, dans... je suis toujours un peu embêtée, là. J'espère que je suis pas trop crue dans mon approche. Comme, je vous encourage à être entrepreneur, c'est le fun, l'entrepreneuriat, là, quand même. Mais c'est juste que je trouve qu'effectivement, des fois, ça vaut la peine de dire les choses un peu plus cash, puis je pense que c'est juste qui je suis, là. Fait que, voilà. Mais je pense que ça va toucher les gens parce qu'on a tous, c'est ça, c'est à l'ère du digital et ce voile-là au-dessus des médias sociaux puis de ce qu'on voit à l'écran. Puis tu me fais réaliser que, tu sais, les valeurs de Ballet Up, de mettre de l'avant une nouvelle vision qui n'est pas sur l'esthétique, mais tu sais, comment dire, qui est humaine puis qui est vraie. Ouais. Je comprends comment c'est le reflet aussi de qui tu es. Ben, l'authenticité, pour nous, c'est vraiment une de nos valeurs de base, là. T'as comme l'inclusion, puis l'authenticité est là dans les 2, 3 tops, là.
C'est justement ça qu'on essaie de pas faire. Sur les médias sociaux, on essaie de montrer un côté qui est vrai, qui est humain, qui est authentique. Fait que non, des fois, la photo n'est pas parfaite, puis le modèle de ballerine n'est pas ce qu'on s'attendrait, mais justement, on veut refléter la vraie vie avec du vrai monde. J'aurais beau avoir scripté toutes mes réponses pour dire là, ce qu'il faut dire, puis que ce soit tout parfait. Honnêtement, je pense pas que je serais capable de me tenir à mon texte. J'ai tendance à être très transparente, puis impulsive aussi, un peu comme dans le moment. Fait que là, en ce moment, aujourd'hui, c'est ce qui m'habite. Fait que c'est ce que vous avez reçu en face. mais voilà. Fait que ouais, j'espère que ça peut montrer un côté autre aussi de l'entrepreneuriat qui est si beau et si vrai, mais qui a son lot de défis. Puis d'ailleurs, comme toute chose qui vaut la peine dans la vie, là, je trouve. Oui, puis il y a tellement de parallèles à faire. Tu sais, on parlait du mouvement, on parlait du corps du ballet, mais on dirait que pour moi, il n'y a plus de frontières entre les deux. Là. C'est cette idée-là d'adresser quelque chose qui est nouveau dans sa vie, comment on se sent face à l'inconnu, puis comment on gère l'inconnu. C'est juste que l'entrepreneuriat, l'inconnu, des fois, est très, 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 très long, mais bon. C'est ça. Ouais. Voilà. Bref, que quelqu'un veut apprendre à faire la split ou à devenir entrepreneur, je pense que c'est déjà inspirant. Ouais. C'est ça. Venez faire un tour, puis prenez votre mal en patience, puis gardez l'espoir. Ça va marcher ou pas, mais vous aurez appris en chemin. Voilà. Merci beaucoup, Camille. Puis, merci à toi. bonne fin de journée. À toi aussi. À bientôt. Bye.